Valentine. Une romance de science-fiction extraterrestre. Un récit dans l'univers de la colonie. Écrit par Demelza Carlton. Tu devrais vraiment envisager de faire une demande pour un remplacement de cœur. Je pourrais la déposer pour toi, marquée comme urgente. Mais tu devrais être transféré sur le Genesis pour la procédure. Notre infirmerie ici sur le Magellan dysfonctionne si souvent, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne déclare quelqu'un mort, alors que son cœur bat encore. Valentine se força à sourire à Maya, malgré l'angoisse qui lui serrait le cœur. Elle tenait son destin et son secret entre ses mains. Il ne pouvait qu'espérer qu'elle n'était pas du genre à le trahir, ou à le faire chanter à ce sujet. À moins que sa vie n'en dépende, si elle était aussi bonne médecin que sa minutie mal placée le laissait penser, elle n'hésiterait pas à révéler son secret pour lui sauver la vie. Il devait espérer que cela n'arriverait jamais. Ce cœur appartient à ma femme, Anna. Je ne suis pas sûre qu'elle me pardonnerait si je le remplaçais, même par un meilleur modèle. De plus, il a continué à battre jusqu'à présent. Je suis sûre qu'il peut attendre jusqu'à la fin de la guerre. Nous manquons déjà de techniciens, le Magellan a besoin de moi. Comme si le Magellan l'avait entendu, l'alarme se déclencha, appelant tout l'équipage disponible au poste de combat. Si je ne descends pas à l'ingénierie, le vaisseau va probablement se désintégrer. Va dans une des capsules de sauvetage bâbord. Rappelle-toi que je n'ai pas encore eu le temps de réparer celle de tribord. On ne peut pas se permettre que le seul médecin du vaisseau soit blessé, à cause d'un dysfonctionnement. Il la salua, et s'élança dans le couloir. Maya lui cria. Je m'en souviens. Bouge-toi le cul jusqu'à l'ingénierie, et garde-nous tous en sécurité. Valentine soupira. C'était le but de toute cette guerre, garder tout le monde en sécurité face aux aliens qui avaient envahi le système Altan. Il n'aurait jamais imaginé que cela signifierait aussi protéger tout le monde de l'espace lui-même, dans un vaisseau qui menaçait de tomber en panne au moins une douzaine de fois par jour. S'il avait eu le choix, le Magellan aurait été transformé en ferraille depuis longtemps. Pourvu qu'ils soient tous débarqués en sécurité, quand cela arriverait. Te voilà enfin. Dieu merci, j'ai cru que j'allais devoir faire fonctionner ce vaisseau tout seul, s'exclama Baruch alors que Valentine entrait en courant dans l'ingénierie. Comme si je pouvais dormir tranquillement dans ma couchette en sachant que tu as l'entière responsabilité de la sécurité de tout le vaisseau, plaisanta Valentine. Mais... Baruch leva les yeux vers le plafond, avant de dire dans un murmure. Si c'était laissé au vaisseau, il nous tuerait tous dans notre sommeil. Je prie pour que la guerre se termine bientôt, avant qu'il n'en ait l'occasion. Pour ce qui était probablement la 100e fois de la journée, Baruch fit le signe des cornes avec ses mains, pour conjurer le mauvais œil que le Magellan pourrait lui jeter. Valentine n'était pas aussi superstitieux que Baruch, mais il devait admettre que parfois, il se demandait si c'était la chance qui maintenait le Magellan en un seul morceau. De la bonne chance, pas de la mauvaise. Car la bonne chance avait sauvé sa femme Anna lorsque les terroristes de Titan avaient attaqué son laboratoire sur Elysium, et la bonne chance les garderait tous les deux en sécurité, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui auprès d'elle. Il devait y croire. Sinon, pourquoi se battait-il? Le communicateur sur le mur grésilla. Passerelle à ingénierie, vous me recevez? Les mots étaient à peine audibles à travers les parasites. Le système de communication avait autant besoin de réparation que tout le reste sur ce vaisseau, mais il n'aurait pas le temps aujourd'hui. Baruch était plus proche. Ici l'ingénierie. Et Valentine pria pour qu'ils aient besoin d'un réparateur, pour fixer quelque chose sur la passerelle. Une console qui crache des étincelles peut-être. Bien sûr, il n'avait pas cette chance. Montez le réacteur à pleine capacité. Je veux que toute la puissance disponible soit détournée vers les moteurs, immédiatement. La bouche de Baruch s'ouvrit. Pour être honnête, celle de Valentine aussi. Faire fonctionner le réacteur à peu plus de la moitié de sa capacité, risquait de faire exploser le vaisseau, et tout ce qui se trouvait dans ce secteur de l'espace. La pleine capacité pourrait tous les tuer. Valentine retrouva sa voix en premier. Passerelle.
vous réalisez que le réacteur ne peut pas maintenir ce niveau de production d'énergie. Le champ de confinement magnétique ne peut pas le tenir longtemps, et les choses commencent à fondre. Au mieux, on peut vous donner 15, peut-être 20 minutes à puissance maximale, avant qu'on doive évacuer au moins la moitié du plasma. Il y eut une pause, suivie de compris, mais l'ordre reste inchangé. Donnez au moteur autant de jus que vous pouvez, et quand vous évacuerez le plasma, essayez de l'envoyer dans la même direction que celle vers laquelle pointent les moteurs. 20 minutes devront suffire. Terminé. Baruch fixa Valentine, ses pensées assemblant les informations en même temps. Quoi que ce soit là dehors, on le fuit. Ça doit être grave, si on risque une surcharge du réacteur pour ça. Valentine déglutit. Eh bien, si on ne peut pas le distancer, une surcharge du réacteur est une meilleure façon de partir que de suffoquer lentement dans l'espace. Au moins, c'est pratiquement instantané. Baruch réussit un sourire maladif. Si ça ne te dérange pas, je préférerais ne pas mourir aujourd'hui, ni surcharger le réacteur. Allons alimenter ce truc. Plus vite on le fera, plus vite on pourra l'évacuer. D'accord. Valentine augmenta régulièrement le débit de carburant, sans jamais quitter l'écran des yeux, tandis qu'il savait que Baruch surveillait la console de contrôle, pour détecter les voyants d'avertissement avec la même intensité. Avec un vaisseau aussi vieux que le Magellan, ce n'était pas une question de si un avertissement apparaîtrait, mais de quand il apparaîtrait. Voilà, le carburant est en cours d'injection. Je configure maintenant le détournement de puissance, dit Valentine, plus pour lui-même qu'autre chose. Mais du coin de l'œil, il vit Baruch hocher la tête. Pas d'avertissement pour l'instant. Toute la puissance de réserve est détournée vers les moteurs, à l'exception des réserves de batteries auxiliaires, dit Valentine. Le carburant s'écoulait régulièrement dans le réacteur, il avait donc 1 minute pour satisfaire sa curiosité. Tu veux voir ce dont on fuit? Par les étoiles, oui, dit Baruch. Valentine fit apparaître les capteurs externes, parcourant les flux, mais tout ce qu'il vit était des rochers, flottant dans le noir. On est dans un champ d'astéroïdes. Plein de rochers, mais il n'y a personne ici à part nous. Baruch fronça les sourcils. Les capteurs ont dû détecter quelque chose, si on risque le réacteur pour le fuir. Sans parler de l'évacuation du précieux carburant. Peut-être que c'est furtif, donc on ne peut pas le voir, ou que ça se cache derrière un des rochers. Valentine vit un éclair de lumière, un instant avant que quelque chose ne percute le vaisseau, les envoyant valdinguer. Il y a quelque chose là dehors, et ça nous tire dessus, cria Baruch les yeux écarquillés de peur. Fuyons, fuyons, marmonna Valentine pour lui-même, ses yeux passant du réacteur au tableau de commande à son écran. La chambre à vide était pleine, le confinement magnétique tenait, et la température avait commencé à monter. Oui, les moteurs accéléraient définitivement. Dans un vieux vaisseau comme le Magellan, on pouvait sentir la force G, même à travers la gravité artificielle. Pas comme sur le Genesis. Un autre impact secoua le vaisseau, envoyant Valentine à genoux. Quoi que ce soit qui leur tirait dessus, ça suivait le rythme. À ce train-là, toute puissance supplémentaire du réacteur serait trop peu, trop tard. Un troisième tir percuta le vaisseau. Valentine s'accrocha à la cloison, réussissant à peine à rester debout, mais Baruch n'eut pas cette chance, s'écrasant contre la paroi du réacteur. Une nouvelle alarme se mit à hurler. Les yeux de Valentine se portèrent sur le tableau de commande, mais aucun des voyants d'avertissement du réacteur ne brillait encore en rouge. Attention à tout l'équipage. Abandonnez le navire. Rejoignez une capsule de sauvetage, et abandonnez le navire. Attention à tout l'équipage. C'était un message enregistré, mais quelque chose dans le ton sans émotion glaça Valentine, plus qu'une voix humaine ne l'aurait fait. Leur ennemi avait-il pris le contrôle de la passerelle, et maintenant il dérivait dans l'espace, sans personne aux commandes? Il devait arrêter les moteurs, et le réacteur. S'il ne le faisait pas, peu importerait combien de personnes atteindraient les capsules de sauvetage. Les capsules ne survivraient pas à la bombe à fusion que le vaisseau deviendrait. Baruch. Aide-moi à éteindre ça. Quand il ne reçut pas de réponse,
Valentine cria. Baruch. Baruch glissa le long du réacteur, et s'effondra sur le sol, immobile. Par les étoiles, jura Valentine. Il vérifia que Baruch respirait, c'était le cas, mais ses mains revinrent ensanglantées. Une recherche rapide révéla une blessure à la tête, et des brûlures, là où le dos de Baruch avait été contre la paroi du réacteur, trop longtemps. Valentine sentit la gravité se relâcher, et activa le champ magnétique de ses bottes, s'ancrant au sol. Baruch flotta, comme dans un film d'horreur occulte. Valentine le saisit, et les propulsa tous les deux vers la capsule de sauvetage la plus proche. Il poussa son collègue inconscient à l'intérieur, régla le champ de stase, pour s'activer dès que la capsule serait à l'écart du vaisseau, et ferma les portes. On se retrouve au sauvetage, dit-il alors que la capsule de sauvetage était lancée. Une nouvelle alarme retentit, mais Valentine reconnut ce hurlement. C'était le capteur de température sur l'échangeur de chaleur du réacteur. Il était temps de l'arrêter, et Valentine tendit la main vers les commandes. Il envisagea de n'évacuer que la moitié du carburant, comme ordonné, puis se ravisa. S'il n'y avait personne pour surveiller l'ancien réacteur, même à mi-puissance, il risquait de faire quelque chose de désastreux. Mieux valait évacuer toute la chambre à vide. L'ordinateur demanda des codes de vérification supplémentaires, c'était quelque chose qu'on ne faisait qu'en cas d'urgence après tout, et Valentine les entra. À la réflexion, il devrait aussi activer le déversement de liquide de refroidissement supplémentaire, juste au cas où. Au moment où ses mains touchaient les commandes, un éclair traversa le tableau, le saisissant dans son étreinte implacable dont il ne pouvait se libérer. Une éternité passa, le courant brûlant jusqu'à ses os, avant que Valentine ne bascule, loin de la console. Tout lui faisait mal, mais la douleur dans sa poitrine était la pire. Si Maya était là, elle aurait son urgence, pensa-t-il, alors que la douleur lancinante descendait dans son bras et dans sa mâchoire. Ça devait être à ça que ressemblait une crise cardiaque. Attention à tout l'équipage. Abandonnez le navire. Rejoignez une capsule de sauvetage, et abandonnez le navire. Valentine réussit à hocher la tête avec raideur. Oui, il allait obéir à cet ordre maintenant. Parce que s'il pouvait entrer en stase, celui qui le réveillerait pourrait s'occuper de la crise cardiaque et remplacer toutes les parties de lui qu'il voudrait. Peut-être Maya. Valentine nagea à travers la salle du réacteur, se dirigeant vers la capsule de sauvetage la plus proche. Il plongea à l'intérieur, donnant un coup de pied aux commandes de la porte pour qu'elle se ferme derrière lui. La stase s'engagera dans 5, 4. Oh, mais Anna ne serait pas contente. Son cœur appartenait à Anna. 3, 2. Il lui en achèterait un nouveau. Elle méritait un nouveau cœur qui ne battrait que pour elle, et ne menacerait jamais d'abandonner. 1, 0. Tant qu'elle était en sécurité. Il devait croire qu'elle était en sécurité, et qu'il la reverrait. Stase engagée. L'univers devint noir. Anna avait à peine mis les pieds dans le biome sclérophile, qu'elle se retrouva nez à nez avec Darth Vader. Il n'y a que toi pour être aussi audacieux, dit-elle en secouant la tête. Si le Sénat savait que tu es le meilleur papa de la galaxie, il se dépêcherait de terraformer Élysée, pour que tu puisses y aller, et leur montrer tes talents. Maintenant pousse-toi de mon chemin, les nouveaux œufs sont en train d'éclore et je dois être là. Aucune de tes simagrées ne m'empêchera d'y aller. Elle dépassa l'émeu agité, et marcha d'un pas décidé vers le hangar. Elle avait installé un flux vidéo, prêt à capturer les toutes premières images d'un poussin d'émeu nain de Baudin, qui serait également le premier de son espèce observé depuis près de 1000 ans, depuis qu'ils avaient été exterminés par des colons à courte vue sur Terre. Cette colonie allait les ramener à la vie, et, avec un peu de chance, leur donner une chance de survivre dans le futur. Enfin, s'ils survivaient jusqu'à l'âge adulte ici, comme Darth et sa couvée. Elle ouvrit la porte d'un geste de la main, la laissant se refermer dans un sifflement derrière elle, avant d'activer la porte intérieure. Pas tout à fait un SAS, mais cela aidait à maintenir la température constante à l'intérieur, alors que l'extérieur pouvait varier un peu. Et cela empêchait les émeus de se mélanger, avant qu'ils ne soient supposés le faire.
Un seul incubateur trônait dans l'espace caverneux, où elle aurait facilement pu en installer une douzaine si nécessaire. Pas cette fois cependant, cette précieuse couvée d'œufs occupait toute son attention. Si elle parvenait à élever ne serait-ce qu'un seul de ses bébés jusqu'à l'âge adulte, elle aurait une chance de faire revivre toutes les espèces d'émeux éteintes. Peut-être même les moas. Mais d'abord, ces bébés devaient éclore. Anna s'assit sur le sol, à côté de l'incubateur. Les premières fissures étaient apparues il y a environ 1 heure, alors qu'elle terminait son déjeuner, mais elle savait qu'elle avait au moins 1 heure ou 2 avant que le premier bébé n'émerge, et quelques heures de plus avant que les poussins ne soient complètement sortis des œufs. Elle avait promis les images à Prometheus, pour qu'il puisse réaliser un time-lapse avec un reportage sur les émeux nains, s'ils survivaient. Même s'ils ne survivaient pas, ces minuscules bébés seraient célèbres. Le pauvre Dart serait tellement jaloux s'il le savait. Mais attends, était-ce un mouvement? Un œuf se balançait, un morceau de la coquille se soulevant à peine. Chaque seconde qu'elle observait semblait durer une éternité, et pourtant tout fut terminé assez rapidement. Le poussin ne cessait de cogner sa petite tête contre la coquille, poussant les morceaux un peu plus haut à chaque fois, jusqu'à ce que l'œuf bascule sur le côté, se fendant en deux sous la force de la chute. Le poussin, sentant la victoire, poussa à nouveau, jusqu'à ce que les deux moitiés se séparent, et que le bébé oiseau s'étale sur le sol chaud de l'incubateur. Anna l'examina attentivement, vérifiant s'il respirait toujours. Heureusement, c'était le cas. Avec précaution, elle plongea la main dans l'incubateur pour retirer les morceaux de coquille brisés. Elle avait réussi. Le premier émeu nain de Baudin à naître dans le système Altan, ici même. Elle ne pouvait pas être plus fière que si elle avait elle-même donné naissance. Plus, peut-être, étant donné que donner naissance à un bébé humain ne nécessitait qu'un peu de sexe, suivi de 9 mois à le porter dans son ventre, ce que n'importe quel humain fertile pouvait accomplir, alors que ramener à la vie pour la première fois un oiseau disparu lui aurait valu toutes sortes d'éloges de la part de ses collègues sur Terre, Mars et les autres planètes du système solaire. Dommage qu'il ne le saurait jamais. Si seulement Valentine était là pour voir ça. Il aurait compris. Il était là sur Titan quand elle avait commencé cette quête, et il avait vu tant d'échecs en chemin. Qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir le premier vrai succès. C'était cette stupide guerre qui l'avait tué. Il s'était engagé pour la protéger, avait-il dit, en tant qu'ingénieur et non combattant, mais les combats l'avaient emporté quand même, lorsque le Magellan, le vaisseau sur lequel il servait, avait explosé lors d'une bataille. C'était il y a 4 ans. 4 longues années de solitude, à regretter qu'il n'ait jamais rejoint l'effort de guerre, à regarder la guerre se terminer par une trêve si décevante qu'elle-même n'était pas sûre de ce pourquoi il s'était battu. Valentine était-il mort pour rien? Dans les heures les plus sombres de la nuit, ce n'était pas le pourquoi de la mort de Valentine qui l'inquiétait, mais le quand et le comment. Elle espérait que ça avait été rapide et sans douleur, mais personne n'avait pu le lui dire. Ils avaient arrêté les recherches de survivants, au bout de 3 mois. Peu après, elle avait finalement perdu l'espoir de le revoir un jour. Sa tablette sonna, un message entrant de l'hôpital. Étrange, elle n'était ni malade ni blessée. Peut-être voulait-il la voir pour un contrôle de routine. Ah, ce devait être ça. Elle fit glisser son doigt pour ouvrir le message, pour découvrir qu'il s'agissait d'un appel vidéo en direct. Dr Anna Goulis? Demanda la femme à l'écran. Oui, c'est moi, répondit Anna. Dr Goulis, c'est au sujet de votre mari. Anna faillit lâcher sa tablette de surprise. J'arrive tout de suite. Je suis venue voir Valentine Goulis, s'il vous plaît, dit Anna, essoufflée, à la réceptionniste de l'hôpital. La femme cligna des yeux, puis baissa le regard sur sa tablette. Ami ou parent? Je suis sa femme, répondit Anna. Par les étoiles, elle avait failli dire qu'elle était sa veuve. En fait, jusqu'à ce qu'elle reçoive ce message, elle pensait être veuve. Maintenant, elle avait du mal à y croire. La réceptionniste hocha la tête. Il est au service de régénération, au 4e étage. Prenez l'ascenseur bleu, puis suivez les panneaux jusqu'à régénération. Régénération. Elle en avait entendu parler, bien sûr,
comme d'un traitement proposé par quelques cliniques très exclusives sur Terre. Des cliniques auxquelles on ne pouvait accéder que si vos parents avaient choisi de conserver vos cellules souches à la naissance, pour une somme exorbitante bien sûr, qui n'était qu'une bagatelle, comparée au coût de la sortie de ces cellules de la stase, pour régénérer des parties de votre corps que vous aviez perdues, ou qui devaient être remplacées. Certainement pas quelque chose que sa famille, ou celle de Valentine pouvait se permettre, ni eux maintenant qu'ils étaient adultes. De plus, même si la famille de Valentine avait préservé ses cellules souches, il n'y avait aucune chance qu'elles aient été à bord du Genesis. Alors elle irait au service de régénération, découvrirait où se trouvait réellement Valentine, et s'y rendrait ensuite. Mais à l'accueil du service de régénération, la réceptionniste ne prit même pas la peine de consulter sa tablette. Salle 5, dit-elle en pointant du doigt. Anna prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle 5. Cela ne ressemblait à aucun service hospitalier qu'elle avait vu auparavant. C'était plutôt comme un aquarium, avec une rangée de réservoirs cylindriques en verre qui bouillonnaient doucement. La seule lumière dans la pièce provenait des tablettes accrochées à chaque réservoir, chacune portant un nom différent. GULIS, Valentine était au bout. Anna mit ses mains en coupe autour de ses yeux, et regarda dans le réservoir de Valentine. Elle pouvait vaguement distinguer une forme sombre qui pouvait être humaine, mais il n'y avait aucun moyen de savoir si c'était Valentine. D'une manière ou d'une autre, elle se retrouva à l'accueil de régénération. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Êtes-vous certaine que Valentine Goulis est ici? Demanda-t-elle. La réceptionniste la regarda de haut en bas. Vous n'êtes pas médecin, alors? Anna sourit faiblement. Eh bien, je le suis, mais pas médecin. J'ai un doctorat en ornithologie. Je travaille au laboratoire Eden, à élever des oiseaux pour la terraformation. J'étais avec les émeux quand j'ai reçu l'appel me disant que Valentine était. C'est mon mari. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis venue directement ici. La compassion apparut sur le visage de la réceptionniste. Oh, je vois. Celui qui vous a appelé aurait dû être plus clair, alors. Nous avons informé les familles au fur et à mesure que l'identité des patients était connue, mais il a fallu du temps pour identifier Valentine Goulis, car sa capsule était endommagée. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs pour les patients en régénération. Pas avant qu'ils ne soient transférés dans les services normaux, au 3e étage. Mais je suis là, et s'il est vraiment ici, je pensais qu'il était mort. Êtes-vous sûr que c'est lui? Comment pouvez-vous le savoir? Demanda Anna. La réceptionniste haussa les épaules. Certains avaient une identification sur leurs uniformes quand ils sont entrés en stase. Les autres ont été identifiés par les membres survivants de l'équipage du Magellan. Valentine. Il avait besoin de plus de régénération que les autres à cause des dommages à la capsule, avant qu'une quelconque reconnaissance faciale ne soit possible. Oh, par les étoiles! Des larmes coulèrent des yeux d'Anna, trop rapidement pour qu'elle puisse les arrêter. À quel point a-t-il été blessé? La réceptionniste secoua la tête. Je suis désolée, Madame Goulis, mais nous ne le saurons avec certitude que lorsqu'il sera suffisamment rétabli pour quitter le réservoir et se réveiller. Nous pouvons régénérer la plupart du corps humain maintenant, mais même si les cellules cérébrales repoussent, nous ne pouvons pas remplacer les souvenirs qui ont été perdus. Donc, bien que nous puissions être sûrs que le corps sain de votre mari est dans ce réservoir, l'homme qui s'y réveillera pourrait ne pas être le mari que vous connaissiez. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Demanda Anna, même si elle savait qu'il n'y avait rien à faire. La réceptionniste haussa les épaules. Parlez-lui si vous voulez. La salle 5 est pour la régénération en phase finale. Leurs signes vitaux doivent être dans les limites normales, sinon une alarme se déclenche, donc ils ont un rythme cardiaque normal, une activité cérébrale, tout. Il peut probablement vous entendre, à l'intérieur du réservoir. Comme un patient dans le coma, en fait. Parlez-lui. Les patients ici ne reçoivent pas beaucoup de visites, alors c'est à vous de voir. Si vous voulez rentrer chez vous, et attendre qu'on vous appelle quand il sera transféré dans un service en bas.
Anna prit une profonde inspiration. Non, je vais lui parler. Je n'aurais jamais cru avoir à nouveau la chance de lui parler. Alors, je vais le faire. Elle força ses pieds à la ramener à la salle 5, et au réservoir, où la forme fantomatique de Valentine flottait en suspension dans l'eau. Elle avait perdu le compte du nombre de fois, où elle avait souhaité pouvoir parler à son mari, une dernière fois. Maintenant son vœu était exaucé, et elle ne savait pas quoi dire. Le premier son qu'il entendit, fut celui d'une femme s'éclaircissant la gorge. Nerveuse mais étouffée, comme si elle couvrait sa bouche de sa main. Ou comme si elle était de l'autre côté d'une porte. Ils m'ont dit que je devrais te parler. Que ça pourrait t'aider, à te réveiller. Si tu vas te réveiller. Ils n'ont même pas pu me dire ça. Un sanglot étouffé, puis un autre. Son cœur se serra pour elle, cette pauvre femme et la personne à qui elle parlait. Un pauvre bougre dans un état pire que le sien, si les médecins ne savaient même pas s'il allait vivre ou mourir. Quand j'ai appris la nouvelle à propos du Magellan, et chaque jour depuis, je ne cesse de repasser dans ma tête la même conversation que nous avons eue le jour de notre rencontre, et comment je ne t'ai pas vraiment dit la vérité. Enfin, je n'ai pas menti, mais je ne t'ai pas tout dit non plus. J'ai voulu te le dire pendant si longtemps, mais ça ne semblait jamais être le bon moment. En partie parce que ce n'était pas seulement mon histoire à raconter, mais aussi parce que, j'imagine que j'avais peur de ce que tu pourrais dire. De ce que tu penserais de moi. Mais je pense que tu devrais savoir, alors je vais te le dire, même si tu ne peux pas m'entendre. Même si je dois te le redire un jour, si tu te réveilles. Parce que, la deuxième fois sera plus facile. Du moins, c'est ce que disent les conseillers en deuil. Peut-être que c'est juste une tactique pour te faire parler, quand tu n'en as pas envie. Peut-être qu'il n'y aura jamais de deuxième fois, parce que tu ne vas pas t'en sortir et que les médecins le savent déjà, mais qu'ils ne vont pas me le dire tout de suite, parce qu'ils ne savent pas si je peux le supporter. Ou peut-être que ce n'est même pas toi là-dedans, et qu'ils ont fait une erreur, qu'ils t'ont confondu avec quelqu'un d'autre, et que tu es mort là-bas dans l'espace, comme ils me l'ont dit. Le silence. Il s'étirait, jusqu'à ce qu'il se demande si elle était partie. C'est pas si silencieux qu'il ne les avait jamais entendus. Pauvre femme. Il voulait lui offrir ses condoléances, pour la perte de la personne à qui elle parlait, mais il semblait que dévoiler ses secrets les plus profonds, était quelque chose qu'elle voulait faire, avant de céder au chagrin de sa perte. Tu m'as demandé pourquoi je n'avais pas peur. Et je t'ai dit que c'était à cause de mon livre préféré, quand j'étais enfant. Connaissant mes parents, ils l'ont probablement encore, rangé dans une bibliothèque quelque part, prêt à te le montrer quand nous viendrions leur rendre visite, avant de te raconter toute l'histoire. Mais ensuite, les bombes ont explosé, et nous avons dû monter à bord du Genesis, et il n'y a pas eu le temps. Alors nous n'avons jamais pu leur rendre visite. Et puis l'attaque du laboratoire et la guerre, et... Maintenant si je ne te le dis pas, je ne le pourrai peut-être jamais. Alors tout a commencé avec un livre, une bouteille d'eau, et un sandwich au fromage ramolli, le tout emballé dans un sac à dos, qui était la dernière chose que ma mère m'ait jamais donnée, avant de m'abandonner aux eaux. Je me souviens avoir vu mon premier vrai émeu, tellement excité, que j'ai poussé un cri aigu. Je me souviens m'être assise sur un rocher pour manger un sandwich au fromage, en hauteur pour pouvoir voir l'émeu brouter dans les buissons de l'autre côté de l'enclos. Je me souviens avoir sorti mon livre de mon sac, tournant les pages pour comparer l'émeu réel et vivant avec celui des images, jusqu'à ce que j'entende un bruit étrange, et que je me retrouve nez à nez avec l'émeu. C'était un enclos en liberté, tu vois, où on pouvait marcher avec eux. Celui-ci aimait s'asseoir sur le rocher où je m'étais perché, alors quand il est venu s'asseoir à côté de moi, je me suis juste décalée, et j'ai commencé à lui montrer mon livre. Quand le zoo a fermé, ou peut-être le lendemain matin à l'ouverture, je ne me souviens pas, un des gardiens m'a trouvé, endormi avec ma tête sur le dos de l'émeu. J'ai pleuré quand ils ont chassé l'émeu, et pendant qu'ils m'emmenaient au bureau, puis au commissariat, avant que je ne me retrouve inévitablement entre les mains de la protection de l'enfance. Ils m'ont envoyé dans un tas de familles d'accueil, l'une après l'autre. Mais tout ce que je voulais, c'était retourner au zoo, et je le leur ai dit. Alors, l'une des familles d'accueil a eu pitié de moi,
et m'a effectivement emmenée au zoo. J'étais tellement excitée, et je n'arrêtais pas de parler de combien je voulais le revoir. Mais partout où nous allions, il n'y avait pas d'émeu. D'une manière ou d'une autre, l'idée s'est ancrée dans ma tête que quand il l'avait chassé, il était parti pour de bon, et qu'il n'était plus là. J'étais tellement bouleversée, mais la famille d'accueil ne voulait tout simplement pas écouter. Je n'oublierai jamais la vue de cette femme, la salive volant de sa bouche, alors qu'elle me hurlait que mon papa n'était pas là, qu'il ne serait plus jamais là, parce qu'il ne voulait pas de moi, et que si je ne me taisais pas à son sujet, personne d'autre ne voudrait de moi non plus. La protection de l'enfance m'a envoyée dans une autre famille d'accueil, après ça. Et j'y ai pleuré aussi, jusqu'à ce qu'il m'emmène au zoo. Sauf que cette fois-ci, c'était différent. Tu vois, la protection de l'enfance a ses bigots et ses favoris, et l'assistante sociale qui m'avait été assignée était une bigote de la pire espèce. Et je n'étais définitivement pas sa préférée. Alors elle m'a envoyé comme tout premier enfant placé chez un couple gay, sans beaucoup d'informations. Elle voulait qu'ils échouent, et elle voulait que je sois l'outil qu'elle utiliserait pour y parvenir. Bien sûr, Rick et Marco, tous deux avocats, étaient trop intelligents pour laisser une petite bigote leur enlever leur chance d'être parents. Alors ils ont fait la seule chose qu'aucun des autres n'avait faite. Pendant que nous attendions dans la file pour entrer, Rick m'a demandé quel animal était mon préféré, celui que je voulais voir le plus. Et quand nous sommes entrés, ils m'ont emmené directement à l'enclos des émeus, où je suis montée sur ce rocher, heureuse d'avoir enfin retrouvé mon émeu, ou du moins l'oiseau que je pensais être mon émeu. Je ne pouvais pas les distinguer à l'époque. Et mes nouveaux parents d'accueil, ils se sont assis à côté de moi sur ce même rocher, et ont simplement regardé les émeus. Quand il a été temps pour le zoo de fermer, Rick m'a demandé pourquoi j'aimais tant les émeus. Et je lui ai parlé de mon livre préféré, que j'avais insisté pour que ma mère me lise encore et encore, à propos d'un papa émeu qui s'occupait de son bébé, et parce que je n'avais pas de papa, je voulais qu'un papa émeu s'occupe de moi aussi. Je ne me souviens pas vraiment de cette partie, mais Rick et Marco ont raconté l'histoire tant de fois que je connais les mots par cœur. Ils se sont assis avec moi sur ce rocher, avec l'émeu qui nous regardait, et ils m'ont dit que le papa émeu ne s'occupait de moi que jusqu'à ce qu'il me trouve. Et maintenant ils allaient tous les deux être mes papas, parce que j'étais si précieuse que j'avais besoin de deux papas, et qu'ils s'occuperaient de moi aussi longtemps que j'en aurais besoin, jusqu'à ce que je sois grande. Marco jure que l'émeu a hoché la tête comme s'il était d'accord avec eux, et puis, ils m'ont ramené à la maison. Ils ont été mes parents, ma famille, à partir de ce moment-là. Bien sûr, nous sommes allés souvent au zoo, et il y a eu d'autres enfants placés, certains qui sont restés aussi, mais je n'ai jamais oublié cet émeu, qui est resté assis avec moi quand j'avais peur. Alors je ne peux jamais avoir peur des émeus. Et quand l'occasion s'est présentée de rendre l'appareil, de ramener certaines espèces d'émeux qui avaient disparu, et d'élever plus d'émeux pour augmenter le nombre de bons papas dans la galaxie, eh bien, je suppose que je n'ai pas pu résister. Et mes deux papas m'ont encouragé à poursuivre ce rêve, alors me voilà. Nous voilà. Et je suis tellement désolée que tu aies été blessé pour ça. Si j'avais su que je te perdrais, que la guerre éclaterait ici, j'aurais. Les mots se terminèrent en sanglots, suivis de bruits de pas précipités. Maintenant, elle était partie. Il soupira. Pauvre femme. Elle avait tout perdu, et maintenant elle perdait la dernière famille qui lui restait. D'une certaine façon, il doutait qu'un oiseau intervienne pour l'aider maintenant. Comment s'est passée ta Saint-Valentin? Anna sursauta. Elle n'avait parlé de Valentine à personne. Comment, qui? Lilith leva les mains en signe de reddition. Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Je pensais que tu m'avais entendu entrer, et j'imagine que ça veut dire que tu n'as pas beaucoup dormi, la nuit dernière. Alors, qui était ton rendez-vous galant pour la Saint-Valentin? Anna s'efforça de calmer les battements de son cœur. Lilith ne savait rien de son mari, elle parlait simplement de la Saint-Valentin. L'anniversaire de Valentine, et elle ne s'en était même pas souvenue. Qu'offrait-on à un homme qui passait ses journées à nager dans un réservoir? Des palmes? Anna étouffa un rire.
Allez, ce n'est pas comme si Rocaille se souviendrait jamais de quelque chose d'aussi romantique que la Saint-Valentin. Alors je dois vivre par procuration, à travers les filles célibataires comme toi. Raconte-moi tout, dit Lilith en portant sa tasse de café à ses lèvres. Anna baissa la tête pour échapper au regard avide de Lilith. Je ne suis pas célibataire. J'ai toujours l'impression d'être mariée à un fantôme. J'ai passé la nuit dernière au lit, seule, en souhaitant qu'il soit là avec moi. Il n'y a rien à raconter, à moins que tu ne veuilles savoir combien de mouchoirs il m'a fallu pour essuyer mes larmes. Demande à Ève ou à Vega, si tu veux entendre parler d'aventures amoureuses. Les rendez-vous galants ne font pas partie de mon avenir, ou du moins, de l'avenir que je peux envisager. Les yeux de Lilith s'écarquillèrent. Tu veux dire que tu n'as pas eu de rendez-vous torride avec Aurel, hier soir? Par les étoiles, j'aurais juré que cette rose était pour toi. Je me demande qui est l'heureux élu. Aurel? Anna songea au timide Cupidon. C'était vraiment un garçon charmant, toujours prêt à aider. Elle n'avait pas entendu dire qu'il fréquentait quelqu'un, mais Aurel n'était pas du genre à en parler. Elle espérait que celle avec qui il avait passé la soirée était aussi douce que lui. Il faudrait lui demander, je pense. Comme s'il allait me le dire. Il s'enfuit dès qu'il me voit, maintenant. C'est la faute de Rocaille, qui me fait toujours courir après lui pour ses demandes. Lilith secoua la tête. Parfois, je me demande ce que je lui trouve. Aurel? Ce qu'elle lui trouvait? Il fallut un moment au cerveau embrumé d'Anna, pour réaliser qu'elle parlait de Rocaille. Anna ne connaissait pas très bien cet homme, vu qu'il travaillait dans différentes parties d'Éden. Mais ce qu'elle en savait. Eh bien, il est très déterminé. Brillant, qui a réussi. Passionné par son travail. Et un enfoiré impitoyable, qui expérimenterait sur sa propre mère, s'il pensait que cela ferait avancer sa carrière. Elle avait entendu des rumeurs. Et n'oublie pas qu'il connaît mieux l'anatomie féminine, que n'importe quel sculpteur. Quand il veut bien faire l'effort. Le visage de Lilith se crispa. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'il m'a donné un orgasme. Ces derniers temps, c'est toujours pour lui. Anna hocha la tête, laissant les plaintes de Lilith la traverser sans vraiment les entendre. Valentine avait toujours été incroyable au lit, ou dans n'importe quelle pièce d'ailleurs, sur Terre ou dans l'espace. Les choses qu'il pouvait faire en apesanteur. Qu'en penses-tu? Demanda soudainement Lilith. Anna cligna des yeux. Lentement elle dit. Je pense que c'est ta vie, et que tu mérites d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime et t'apprécie comme tu le mérites. Et que ce soit Rocaille ou quelqu'un d'autre. C'est une décision que toi seul peux prendre. Et personne n'est plus qualifié que toi pour la prendre. Lilith réussit à esquisser un sourire larmoyant. Merci Anna. Je ne pense pas être prête à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre pour l'instant, mais je devrais probablement dormir dessus. Seule comme d'habitude. Être seule était misérable, Anna ne le savait que trop bien. Tu devrais emporter quelques-unes de ces fraises avec toi. Quelque chose de sucré aide toujours. Tu es sûre que tu n'en veux pas? Anna secoua la tête. J'ai rapporté un gros morceau de pastèque hier. À ce rythme, je vais en manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Même après tout ce temps, j'oublie que je n'ai personne à la maison avec qui le partager. Peut-être qu'elle devrait apporter son dîner à l'hôpital, et s'asseoir à côté du réservoir de Valentine, pendant qu'elle mangeait. Mieux que d'être seule. Merci Anna. Les fraises ne valent pas un bon sexe, mais peut-être que je pourrais emprunter une de ces romances torrides à la bibliothèque, pour lire en mangeant. Ça me semble être un bon plan, dit Anna. Lilith pourrait lire sur son héros imaginaire, pendant qu'Anna s'assiérait à nouveau aux côtés de Valentine. Peu importe qu'il soit coincé dans un réservoir. Un jour, il serait assez en forme pour quitter l'hôpital, et elle retrouverait son mari. Ça, ce serait vraiment quelque chose à célébrer. Tu te souviens des corbeilles de fruits, qu'on avait pendant notre lune de miel? Je me rappelle m'être moqué de toi quand tu voulais ce bateau de croisière à cause des fruits. Mais le temps qu'on atteigne Saturne, j'avais tellement envie d'une pomme, que j'ai failli te renverser pour atteindre la corbeille. La femme oiseau,
était revenue rendre visite à son mari. Il n'était pas sûr de s'être réveillé au milieu de sa visite, ou si elle venait juste d'arriver, et de commencer à parler. Elle avait la voix la plus douce, et elle s'en servait bien pour raconter de sacrément bonnes histoires, aussi. Il était prêt à parier qu'elle lisait des histoires au coucher à ses enfants tous les soirs avec cette voix, ou qu'elle le ferait, si elle et son mari n'en avaient pas encore. J'essaie de ne pas m'en souvenir, vu que ce n'était pas mon meilleur moment, mais tu ne l'as jamais oublié, et tu ne m'as jamais laissé l'oublier non plus, chaque fois qu'on achetait des pommes. On n'a pas encore de pommes ici dans la colonie. Les arbres ne sont pas encore assez vieux pour produire des fruits, même avec des taux de croissance améliorés. Parfois, j'oublie à quel point nous sommes loin dans l'espace, et je pense que je suis toujours dans les laboratoires sur Titan, en train de tester ces nouvelles coquilles d'œufs artificielles pour les pingouins et les moas. Surtout hier. J'ai passé toute la journée à réviser les protocoles pour les embryons de moas, parce que maintenant que les émeutes de Baudin vont bien, il est temps de commencer avec les moas. Je suis allée dans la salle de repos pour prendre un café, et Aurel était là avec quelques pastèques mûres du Biomalvarium. Il en a coupé une, et juste cette odeur sucrée a suffi à me ramener sur Titan, et à toutes ces fois où les moas n'ont pas survécu. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, et tu descendais au niveau hydroponique, tu faisais ta magie, et tu revenais avec une pastèque pour me remonter le moral. Je ne sais pas combien de melons j'ai mangé hier, mais à la fin de la journée, j'avais presque complètement réécrit les protocoles. Nous les avons testés tellement de fois sur les émeus, que je suis sûre que c'est l'épaisseur. Couplé aux conditions de l'incubateur, et tu devras venir voir les bébés quand ils seront nés. Ils survivront cette fois. J'en suis certaine. Quoi qu'il en soit, Aurel m'a donné le reste de la pastèque à emporter, comme si j'en avais besoin davantage, et j'étais trop polie pour refuser. Cela dit, après toutes les barres de ration que j'ai mangées dernièrement, des fruits frais sont un tel régal. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai apporté mon dîner ici. J'essaierai de ne pas faire tomber de jus sur le sol, ou je nettoierai si je le fais. Les étoiles savent ce que les infirmières feront, si je ne le fais pas. Elles pourraient ne plus me laisser venir te rendre visite. Une longue pause, avant qu'il ne puisse entendre le son d'un doux craquement. De la pastèque. La femme oiseau mangeait de la pastèque ici. L'eau lui vint à la bouche. Il pouvait presque sentir la façon dont la pastèque s'écrasait entre ses dents, la douceur explosant sur sa langue. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait goûté de la pastèque. Cela faisait si longtemps. Combien de temps? Cela devait être. Il ne se souvenait pas de la dernière fois. Il essaya et rien. Comme si quelqu'un avait fouillé dans sa tête, et effacé ses souvenirs. Mais pourquoi la pastèque? Pourquoi effacer juste ses souvenirs de pastèque? Qu'avait-il oublié d'autre? Il se creusa la cervelle, essayant de se rappeler la dernière chose qu'il avait mangée. Ou la dernière chose dont il se souvenait avoir mangé. N'importe quoi. N'importe quel souvenir. Par les étoiles, où était-il? Pourquoi ne pouvait-il se souvenir de rien? Docteur Goulis, tout va bien? Cette voix était nouvelle. Je pense qu'il a mal, il s'agite terriblement. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez lui donner pour l'aider? Nous avons essayé de réduire les médicaments, en préparation pour le sortir du réservoir. Peut-être qu'un léger sédatif l'aidera. Pendant que leur attention était fixée sur le mari de la femme oiseau, il essaya de calmer ses pensées tourbillonnantes. Tourbillonnant comme un trou noir, aucun souvenir ni lumière n'échappant. Pourquoi ne pouvait-il pas se souvenir? Le trou noir l'aspirant, il s'abandonna comme il savait qu'il le devait. Il espérait seulement qu'il y aurait de la pastèque fraîche de l'autre côté. Docteur Goulis, vous devriez rentrer chez vous. Il sera inconscient pendant des heures, il n'y a donc aucune raison de rester, dit le docteur Kalmana. Anna se tordait les mains. Vous êtes sûr? Mais vous avez dit qu'il souffrait. Et si c'était à cause des cellules souches utilisées dans le traitement? Dieu seul savait d'où provenaient ces cellules, car elles ne pouvaient pas être celles de Valentine. Anna reconnut le sourire professionnel qui s'étalait sur le visage de l'autre femme.
C'était le sourire qu'on arborait lorsqu'on avait affaire à quelqu'un qui ne connaissait rien à votre domaine d'expertise. Dr Goulis, je vous assure que les cellules souches de votre mari étaient dans un parfait état de conservation, et sa régénération s'est déroulée exactement comme nous l'avions prévu, avec un matériel de si excellente qualité. Mieux encore. J'aimerais que les banques de cellules souches du Titanic aient été aussi robustes que celles du Genesis. En l'état, votre mari est en bonne voie pour un rétablissement complet, ce dont nous ne pouvons que remercier les installations de pointe de la colonie. Anna déglutit. Mais vous ne comprenez pas. Valentine n'avait pas de cellules souches conservées sur le Genesis. Quelles que soient les cellules que vous avez utilisées, elles ne peuvent pas être les siennes. Kalmana fronça les sourcils. Ce n'est pas possible. Elles correspondaient parfaitement à son ADN. À moins que votre mari n'ait un jumeau identique. Anna secoua la tête. Valentine était fils unique. Il n'avait pas de frère. Le médecin leva les mains. Écoutez, je ne sais rien de la provenance des cellules souches avant de les avoir reçues, mais je sais qu'elles correspondaient exactement à ses propres cellules, comme le prouve sa guérison. Mais vous avez dit qu'il souffrait. Le cœur d'Anna se serra à l'idée que Valentine ait mal. C'est une partie normale du processus de croissance, lorsque le tissu existant se lie à la nouvelle croissance. La douleur est un bon signe, cela signifie que son système nerveux jusqu'à son cerveau fonctionne bien. En fait, c'est généralement un assez bon indicateur qu'il sera bientôt prêt à quitter la cuve. Anna se surprit à hocher la tête. L'origine des cellules était un mystère, pour une autre fois. Ce qui importait, c'était qu'elles avaient fonctionné, et que, contre toute attente, elle allait retrouver Valentine. Je veillerai à ce qu'un membre de mon équipe vous appelle quand il sera prêt à recevoir des visiteurs, dit le docteur Kalmana. Une douce chaleur l'enveloppait, tandis que quelque chose de rugueux bruissait dans son dos. Lorsque des pas se firent entendre, il semblait plus net. Plus proche. Au lieu d'avoir l'impression d'être au fond d'un puits, avec le reste du monde qui continuait au-dessus. En fait, la chaleur devenait un peu trop intense. Il se sentait désagréablement chaud partout, comme s'il avait passé trop de temps au soleil. Il eut soudain un flash de lui-même courant nu dans le désert, avant que l'image ne disparaisse, mais la sensation de brûlure sur sa peau persistait. Il s'était senti comme ça, à ce moment-là. Mais à quoi pensiez-vous, bon sang? Hurla une voix féminine, avant qu'un fracas métallique ne couvre toute réponse, alors que quelque chose roulait rapidement sur le sol. Le bruit s'arrêta lorsqu'elle reprit. Je me fiche du protocole standard pour donner de la vitamine D aux patients. Les patients en régénération ne reçoivent que des compléments, pas une fichue lampe solaire. Vous savez à quel point cette peau est délicate? Comme celle d'un nouveau-né, espèce d'idiot, et maintenant il est rouge comme une écrevisse. Vous feriez mieux d'espérer qu'il n'ait pas besoin de retourner dans la cuve, à cause de ça. Vous n'avez aucune idée, et... Sa voix s'estompa en même temps que ses pas. Il avait dû s'assoupir, car la chose suivante dont il eut conscience fut quelqu'un lui frottant la peau avec ce qui ressemblait à du papier de verre. Il essaya de leur dire de s'en aller, poliment d'abord, puis de manière plus colorée, mais cela n'avait pas d'importance. Les mots ne voulaient tout simplement pas sortir, comme s'il y avait un problème avec sa gorge ou sa bouche. Tout va bien. C'est la nouvelle enzyme pour les brûlures. Elle va vous guérir en un rien de temps, comme si vous n'aviez jamais été au soleil, je vous le promets. Je sais que ça fait un peu rude à l'application, mais il y a un agent anesthésiant qui va commencer à agir tout de suite. Elle a été inventée ici même dans la colonie, et bien que j'admette qu'elle soit encore expérimentale, avec 1 ou 2 effets secondaires à court terme qui durent environ une semaine, elle fait parfaitement son travail. Même le docteur Kalmana ne pourra pas se plaindre. L'infirmière laissa échapper un petit rire. D'accord, elle trouvera probablement quelque chose à redire. Elle est très protectrice envers ses patients, et vu tout ce que vous avez dû régénérer, je suppose que je comprends, mais... Les mots coulaient sur lui, et il cessa d'écouter. Les commérages de l'hôpital ne signifiaient rien pour lui. Une bienheureuse insensibilité commença à se répandre sur sa peau, et il dériva à nouveau. Il ne se souvenait plus de son dernier repas,
mais il était sûrement meilleur que la soupe nutritive en ration, qu'il avait dans son bol en ce moment. On lui avait donné une cuillère pour la manger, mais il savait que le mieux à faire avec cette mixture était de l'avaler le plus vite possible, car moins il en sentirait le goût, mieux ce serait. Il avait aspiré un peu trop lentement, et le goût avait frappé sa langue. Un mélange de viande, de choux et de pain rassis, avec un fort arrière-goût de carton imbibé de produits chimiques. Il avait envie de tout recracher, mais le goût serait encore pire en remontant. Sans parler du fait qu'on l'avait déjà prévenu que s'il ne se sentait pas encore assez bien pour manger, il pourrait être nourri par voie intraveineuse, comme si c'était censé être rassurant. Non, il était un homme adulte qui voulait sortir de cette chambre d'hôpital, alors il serra les dents avant de prendre une autre grande gorgée. Il avait déjà goûté à cette immonde mixture auparavant, forcément, s'il savait à quel point c'était mauvais, mais il n'arrivait pas à en convoquer le moindre souvenir. Soit il avait essayé de l'effacer de sa mémoire, soit le souvenir avait simplement disparu. Il ne savait pas ce qui était le pire. Et finalement, il posa le bol de soupe vide et tendit la main vers son verre d'eau. Celle-ci avait bon goût, et il en utilisa une partie pour se rincer la bouche des restes de soupe avant d'avaler le tout. Il s'apprêtait à se resservir avec la carafe. Et s'arrêta à mi-chemin, car il aurait reconnu ses pas n'importe où. Ils appartenaient à la femme oiseau. Ses yeux se tournèrent vers la porte tandis qu'il priait pour l'apercevoir, ne serait-ce qu'un instant, lorsqu'elle passerait. L'univers exauça sa prière lorsque ses pas ralentirent, puis s'arrêtèrent, juste sur le pas de la porte. Son cœur s'arrêta. C'était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. C'était presque douloureux de la regarder, sachant qu'elle était là pour voir son mari et non lui. Il força ses doigts à se refermer sur la poignée de la carafe, gardant les yeux fixés sur le niveau d'eau dans son verre, pour ne pas revenir sur elle. Il sentait pourtant son regard sur lui. L'horreur dans ses yeux lorsqu'elle le regardait. Il n'avait pas encore eu le courage de demander un miroir, pour voir par lui-même les cicatrices qui faisaient de lui un monstre, qu'elle ne pouvait supporter de regarder. Vous vous êtes trompée de chambre, madame. Retournez à l'accueil ou au poste des infirmières, ils vous diront où trouver votre mari, dit-il d'un ton bourru. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Merci peut-être, ou demander comment il s'était retrouvé si défiguré. Puis elle serra les lèvres, hocha la tête en silence et s'enfuit. Il ferma les yeux. Il n'aurait jamais dû la regarder. Maintenant, il savait avec certitude que son mari était le salaud le plus chanceux du monde, et que lui-même se situait fermement à l'autre bout du spectre en matière de chance. Pourquoi s'était-on donné la peine de le régénérer, si tout ce que l'avenir lui réservait était des regards effrayés de gens qui le considéraient comme un monstre? Ils auraient dû le laisser mourir. Dr Goulis attendait. Anna se força à s'arrêter, bien qu'elle n'eût envie que de continuer à courir. Valentine ne l'avait pas reconnue. Il ne savait pas qui elle était. Elle voulait retourner à la dernière nuit qu'ils avaient passée ensemble, juste après le début de la guerre, et le supplier de ne pas partir. Le perdre maintenant, alors qu'elle pensait le retrouver. C'était trop douloureux à supporter. Que se passe-t-il? Demanda Dr Kalmana. Vous n'avez pas trouvé sa chambre? Je peux vous y conduire, si vous voulez. J'allais justement lui annoncer les résultats de sa dernière série de tests. Anna secoua la tête. J'ai trouvé la chambre sans problème. Mais l'homme qui s'y trouve n'est pas mon mari. Mon mari ne m'aurait jamais congédié ainsi. Il ne m'aurait pas dit que je m'étais trompée de chambre. Il n'aurait pas détourné son visage au lieu de m'accueillir, de me dire à quel point je lui avais manqué. Sans le moindre signe qu'il me reconnaissait au moins. Cet homme, je ne le connais pas, et il ne me connaît certainement pas. Elle s'empressa de sortir, avant que le médecin de Valentine ne puisse l'arrêter à nouveau. En se dirigeant vers la station d'aérovoiture, elle envisagea de s'arrêter à la chocolaterie, pour acheter une boîte de chocolat. Non. Cela lui coûterait la moitié du salaire d'une année, peut-être plus, pour avoir assez de chocolat pour se sentir mieux aujourd'hui. Et elle ne pourrait pas se permettre de manger, encore moins d'acheter plus de chocolat, le lendemain.
Mieux valait noyer son chagrin dans l'alcool, dans l'un des nombreux pubs de Metropolis City. Bien qu'elle ne bût pas souvent, elle appréciait particulièrement le fizz qu'on servait aux forges. Peut-être que si elle leur disait qu'elle avait perdu son mari pour la 2e fois, ils lui vendraient une bouteille qu'elle pourrait emporter chez elle. Pas question de se saouler dans un bar, entourée d'autres personnes. Mieux valait être seule chez soi, où elle avait moins de chances de se ridiculiser. Mais même en traversant la place, elle ne put se résoudre à entrer dans le pub. Elle était veuve depuis un moment maintenant, et pas une seule fois elle n'avait cédé. Non, au lieu de l'alcool, elle s'était noyée dans le travail, parce que c'est ce que Valentine aurait voulu. Elle était ici dans l'espace pour sauver les émeux, et toutes les autres espèces éteintes, qui pourraient avoir un avenir ici. C'était son héritage, et ce serait le sien quand elle ne serait plus là. Ces oiseaux avaient besoin d'elle alerte, pas en train de boire jusqu'au fond de la bouteille. Anna acquiesça pour elle-même, en montant dans l'aérovoiture pour Éden. Oui. Le travail la sauverait du chagrin. Il l'avait menée jusque-là, et on avait besoin d'elle là-bas. Même si Valentine n'aurait plus jamais besoin d'elle. Anna retint un sanglot, espérant que personne d'autre dans l'aérovoiture ne l'avait remarqué. Elle avait passé tellement de temps à ramener des espèces d'entre les morts, qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander s'il était juste de faire la même chose avec les gens. Maintenant qu'elle connaissait la réponse, c'était une bien maigre consolation pour une veuve endeuillée. Anna se redressa. Elle était peut-être une veuve endeuillée, mais elle était aussi une mère en quelque sorte, pour les bébés émeux de Baudin, et elle serait la seule mère que connaîtrait la première génération de Moas. Elle frappa dans ses mains. Oui, c'est ce qu'elle allait faire, implanter le premier lot d'embryons de Moas dans leurs œufs ce soir. Le docteur Kalmana entra dans la chambre, et Valentine leva la tête pour croiser son regard. Quoi de neuf, Doc? Demanda-t-il. Avant de te parler de tes résultats d'examen, j'aimerais te demander ce dont tu te souviens, dit-elle. Il haussa les épaules. Je t'ai entendu crier sur l'infirmier, qui m'a donné trop de vitamine D. Ses yeux se plissèrent, comme si c'était une nouvelle pour elle. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce qu'il s'en souvienne. Non, je veux dire avant ça. Tu te souviens de quelque chose concernant l'accident qui t'a amené ici, à l'hôpital? Courir nu dans le désert. Il ne se souvenait même pas pourquoi il l'avait fait. Mais il savait que ce n'était pas pour ça qu'il avait fini à l'hôpital. C'était il y a des années, dans une autre vie. Pas ici. Bien qu'il ne sache même pas où était ici. Non. Rien du tout. Dommage. Parce que je suis sûre que j'ai mangé de meilleurs plats que ce que sert cet hôpital. J'aimerais juste pouvoir m'en souvenir. Quelque chose vacilla, du coin de l'œil. Un mouvement, près du plafond. Il leva les yeux, attendant que cela se reproduise. Il le perçut à peine. Un vacillement des lumières qui s'intensifièrent puis s'atténuèrent. Ce n'est pas bon signe. Des fluctuations de courant comme ça signifient que votre centrale électrique risque de surchauffer, ou pire, de surcharger. Quelqu'un devrait vérifier ça, avant qu'il ne soit trop tard pour le réparer. Il remarqua que le médecin le fixait. Quoi? Ne me demande pas comment je sais ça, mais je le sais, c'est tout. Le point faible de l'énergie de fusion, c'est son système de refroidissement. Tout le monde sait ça. Le médecin attendit, comme s'il allait en dire plus, mais il avait fini. Finalement, elle soupira, puis dit. Continue d'essayer. Ça devrait te revenir. Il croisa les bras sur sa poitrine. Tu ne veux pas me donner un indice, Doc? Quelque chose qui pourrait raviver ma mémoire, peut-être? Elle écarta largement les bras, et haussa les épaules. Je le ferais si je pouvais, mais je n'étais pas là. Une équipe de sauvetage t'a trouvé dans une capsule de sauvetage, gravement endommagée dans le champ d'astéroïdes, avant de t'amener ici. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir te sauver, et ça a été critique pendant les premières semaines. Mais ensuite tu as commencé à répondre au traitement par cellules souches, et nous en sommes là maintenant. Mais où est ici, Doc? L'hôpital bien sûr, à Metropolis City. Jamais entendu parler. Elle cligna des yeux. Oh bien sûr.
La colonie n'était pas construite quand le Magellan s'est écrasé. Metropolis City est le centre d'une colonie multidôme sur New Hope, la 7e planète du système Altan. Aucun des noms ne lui disait quelque chose, sauf Altan. Quelque chose à propos de 40 années-lumière de la Terre. Loin de chez lui, mais maintenant c'était chez lui. Il fouilla dans ses sentiments, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui parler de son passé. Mais il n'y avait rien, juste ce vague sentiment de justesse qu'Altan était chez lui. D'où Foyer Hope ou New Hope en tout cas, dit-il. Elle inclina la tête. Ce sera à toi de décider, quand tu seras assez rétabli pour partir, bien sûr. Mieux vaut te concentrer sur ta guérison, et laisser l'avenir se soucier de lui-même. Elle sortit une tablette, et commença à faire défiler ce qu'il ne pouvait qu'imaginer être ses résultats d'analyse sanguine. Il savait qu'il devrait l'écouter, mais il ne pouvait se débarrasser de l'idée qu'un homme qui ne se souvenait pas de son passé, puisse avoir un avenir, ici ou ailleurs. Au début, elle n'avait prévu de préparer que suffisamment d'œufs pour un seul incubateur, mais en préparant les embryons pour l'implantation dans les œufs, elle avait en quelque sorte oublié qu'elle travaillait avec des moas et non des émeux, et elle se retrouvait à fixer une double dose d'embryons, sur le point d'en commencer une troisième. Anna tenait même le prochain flacon dans sa main, et elle ne se souvenait pas avoir sorti le portoir de la stase. Elle plissa les yeux pour lire l'étiquette, essuyant la condensation pour mieux la voir. Aquila? Non, ça devrait dire Pachyrnis. Rapidement, elle vérifia quelques autres flacons dans le même portoir, tous Aquila, avant de le remettre en stase. Il y avait une place pour les aigles dans le système Altan, mais ce n'était pas son biome de Moas. Pas encore. Et si elle avait? Anna repêcha un des flacons vides des portoirs, qu'elle avait déjà implantés. Non, celui-là disait bien Pachyrnis, comme il le fallait. Dieu merci, elle s'était arrêtée à temps. Elle chargea soigneusement les œufs dans les incubateurs, puis programma le nouveau protocole. Cette fois ce serait différent. Sûrement certains des embryons survivraient, contrairement à tous ceux qu'elle avait perdus sur Titan. Elle avait hâte de voir à quoi ressemblait un bébé Moa. Une fois les 2 incubateurs scellés, elle prit sa tablette pour noter les paramètres ainsi que la date et l'heure. Elle devrait surveiller ceci plus attentivement que les émeux, afin que si quelque chose se passait mal, elle sache précisément où, pour améliorer le processus la prochaine fois. La porte du laboratoire s'ouvrit dans un chuintement. « Tu es Lato », dit Vega, qui boutonnait encore sa blouse de laboratoire par-dessus sa combinaison verte. « Où tu travailles tard ?» Anna jeta un coup d'œil à la barre de menu de sa tablette, qui indiquait qu'il était déjà 7h32. Elle avait travaillé toute la nuit, et elle n'avait pas passé une nuit blanche, depuis la semaine, où elle avait reçu la nouvelle de la perte du Magellan. Peut-être aussi quelques semaines après ça, elle devait admettre que ces premières semaines étaient devenues floues dans son esprit. Tout comme la nuit dernière. La tablette dans ses mains émit un bip, comme pour la réprimander, et elle faillit la laisser tomber de surprise. Non, elle n'était pas soudainement devenue sensible. C'était juste une alerte, pour l'informer d'un message entrant. Un message texte, Dieu merci du docteur Kalmana. Bref mais précis. Votre mari souffre d'amnésie. Nous ne savons pas encore si c'est temporaire, ou dans quelle mesure c'est permanent. J'aimerais vous rencontrer à l'hôpital, pour que nous puissions discuter des voies possibles pour son traitement. Une petite partie lâche d'Anna ne voulait pas du tout rencontrer le médecin, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas éviter la femme éternellement. Elle ne pouvait pas non plus éviter l'homme, qui avait été son mari. Plus tôt elle affronterait cela, plus tôt elle pourrait avancer dans sa vie. Si c'était même possible. Tu peux les surveiller? Observation toutes les heures. Je dois aller à l'aube. Bon sang, elle n'arrivait même pas à prononcer le mot correctement. Vega secoua la tête. Je surveillerai les nouveaux œufs dans l'incubateur, mais seulement si tu rentres chez toi pour dormir un peu. Tout le reste peut attendre. C'était vrai, n'est-ce pas? Elle n'avait pas à faire face à Valentine, et au docteur Kalmana maintenant. Elle pouvait dormir et les voir plus tard. Anna tapa un bref message, informant le médecin qu'elle visiterait l'hôpital ce soir.
repoussant l'échéance, mais s'engageant tout de même à agir, même si un peu plus tard. Peut-être n'était-elle pas aussi lâche qu'elle le pensait. Anna sortit du laboratoire en titubant, et monta à son appartement. La porte avait à peine glissé pour se fermer derrière elle qu'elle tomba face la première, sur le lit, et que le sommeil la réclama pour sienne. Il glissa en elle, savourant son goût sur sa langue. Une fine pellicule de sueur brillait sur sa peau, tandis que ses seins oscillaient dans la faible gravité, en contrepoint au rythme de ses hanches ondulantes. Si belle. La femme la plus parfaite qu'il ait jamais rencontrée, touchée. Elle le regardait les yeux mi-clos, aussi extatique que lui de leur étreinte. Depuis combien de temps faisait-il l'amour? La moitié de la nuit, au moins, mais il ne voulait jamais s'arrêter. Il avait besoin d'elle comme il avait besoin d'air, et quand ils étaient ensemble, l'amener au sommet du plaisir était aussi instinctif que respirer. Comme sur un signal, sa respiration s'accéléra, puis elle commença à gémir. Il la sentit se resserrer autour de lui, leur synchronisation si parfaite, qu'il semblait que même l'univers voulait qu'ils soient ensemble en toutes choses. Oh oui, oh oui, oh oui, souffla-t-elle, ralentissant ses mouvements en même temps que lui. Ses cris s'élevèrent au-dessus du rugissement triomphant de son partenaire, alors que des orgasmes jumeaux les enveloppaient tous les deux. Lorsqu'il retrouva la vue, il sentit ses lèvres glisser le long de son membre. On ne peut pas. Je ne peux pas, gémit-il alors qu'elle le suçait. Elle avait un mari, elle aimait quelqu'un d'autre, elle ne pouvait pas être au lit avec lui. Il se redressa brusquement. Les murs blancs de l'hôpital le fixaient, le condamnant pour avoir convoité la femme d'un autre. Que les étoiles lui viennent en aide, il avait la mère de toutes les érections, et un hôpital n'était guère l'endroit pour être surpris à y faire quoi que ce soit, avec les infirmières et les aides-soignants qui entraient et sortaient. Et si la femme oiseau entrait, et le voyait dans cet état? Rêver d'elle était une chose, mais la voir en chair et en os, après avoir fantasmé sur elle nue, étoile, il n'était pas sûr de pouvoir la regarder dans les yeux après ça. Pas qu'elle reviendrait dans sa chambre d'hôpital. Elle avait fait cette erreur une fois et ne la referait pas. Avec un peu de chance, elle avait retrouvé son mari, et maintenant il ne la verrait, et ne l'entendrait plus que dans ses rêves. Des rêves brûlants et érotiques. Étoile. Il commença à se rendormir, mais elle l'attendait, ne portant rien d'autre qu'un sourire avide. Et il était impuissant à résister. Le docteur Kalmana n'attendit même pas qu'Anna s'assoie avant de commencer. Lorsque nous vous avons contacté au sujet de votre mari, nous vous avons prévenu qu'il pourrait y avoir des séquelles durables de ces blessures. C'est le pire des scénarios, mais il est toujours préférable d'avertir la famille du patient, surtout en cas de lésion cérébrale. Physiquement, M. Goulis a fait un rétablissement remarquable au cours des premières semaines, alors que nous n'étions même pas sûrs qu'il survivrait. Cependant, une amnésie temporaire, voire permanente, est probable là où certaines parties du cerveau ont nécessité une régénération. Nous pouvons faire repousser les cellules, mais c'est au patient de recartographier ses réseaux internes, avec ses propres pensées et souvenirs. De nouveau pour remplacer les anciens, qui ont été perdus. Monsieur Goulis a des flashs de mémoire, mais ils reviennent lentement. Il n'y a aucune certitude quand il s'agit du cerveau humain, ou de ses souvenirs. Il pourrait se rappeler de tout concernant votre vie commune, ou de rien du tout. Il aura une perte de mémoire permanente, mais le reste devrait revenir. Anna croisa les bras sur sa poitrine. Donc, vous me dites que je devrais simplement être patiente, et que je retrouverai mon mari éventuellement? Ou du moins une partie de lui, et... Dans quoi? 1 an? 2? 10? Et je suis censée prendre soin de lui comme d'un invalide, jusqu'à ce qu'il se souvienne qui il est. Kalmana baissa la tête, presque comme si elle cachait un sourire. Pourtant, quand elle leva à nouveau les yeux pour rencontrer ceux d'Anna, elle était tout à fait sérieuse. En fait, M. Goulis est en parfaite santé physique. Si ce n'était pas la procédure de garder les patients régénérés en observation pendant au moins 7 jours après leur sortie du caisson, je pourrais le confier à vos soins dès maintenant, et il serait aussi capable physiquement que n'importe quelle autre personne de la colonie. Enfin, n'importe quel adulte, en tout cas. Il n'y a aucun doute sur sa capacité
à fonctionner comme un membre capable de la colonie. Elle se pencha en avant. La question est de savoir quel rôle actif vous souhaitez jouer dans son rétablissement. Anna la fixa du regard. Vous ne me demandez pas si je suis prête à l'aider, à aller aux toilettes. Que me demandez-vous? Kalmana humecta ses lèvres. Eh bien, selon la loi du Sénat d'Alta, un citoyen Altan peut être déclaré mort après avoir été impliqué dans une catastrophe et qu'aucun signe de vie n'a été trouvé pendant 1 an après la catastrophe. Le Magellan a été perdu il y a bien plus d'1 an, donc vous êtes tout à fait dans votre droit de déclarer que la mort a dissous votre mariage, et que Valentine Goulis n'est plus votre mari. En tant que son épouse, vous êtes sa plus proche parente, mais en tant qu'ex-épouse, vous n'auriez aucune responsabilité envers lui. En fait, vous seriez parfaitement dans votre droit de ne plus jamais avoir de contact avec lui, si tel était votre souhait. Non. Le mot résonna si fort dans la tête d'Anna, qu'elle crut presque l'avoir crié, mais ses lèvres restèrent closes. Perdre Valentine à nouveau, pour la 3e et dernière fois? Elle ne pouvait même pas l'envisager, et s'il y avait la moindre chance qu'il soit encore proche de l'homme qu'elle avait connu et épousé, elle ne pouvait pas l'abandonner. Dans la maladie et dans la santé, car la mort ne les avait pas encore réellement séparés. Retrouvera-t-il une partie de ses souvenirs? Demanda Anna. Le médecin écarta largement les mains. Je ne peux pas en être certaine. Les souvenirs qu'il a perdus ont peut-être façonné sa personnalité, ce qui signifie que la personne qu'il devient maintenant pourrait être radicalement différente de l'homme que vous connaissiez. Il a le même ADN, mais il pourrait être aussi semblable à Monsieur Goulis que son jumeau, ou un clone. Pas du tout le même homme. Je suis convaincue qu'il retrouvera certains de ses souvenirs, mais je n'ai aucune idée lesquels. Si vous deviez vous en laver les mains maintenant, et me dire que, selon les lois sur les décès en cas de catastrophe, il n'est plus votre mari, je suis certaine qu'il pourrait vivre une vie active et épanouissante dans la carrière de son choix, sans vous. Il pourrait ne jamais se souvenir de vous, ni de la vie que vous avez eue ensemble. Elle serra les lèvres, comme si elle ne voulait pas donner voix à l'autre pensée qui suivait sa déclaration. Anna n'avait pas de tels scrupules. Ou il pourrait se souvenir de tout, et passer le reste de sa vie à se demander, peut-être même à pleurer, la femme qu'il a quittée quand il était au plus faible. Le docteur Kalmana leva les mains. Il n'y a aucune garantie qu'il se souviendra, mais même s'il le faisait, rien ne vous empêche l'un ou l'autre de renouer contact. Anna rit. Oh, je pense qu'il y aurait des obstacles. Je ne voudrais pas renouer avec une garce insensible et sans cœur, qui m'aurait abandonnée à l'hôpital, et Valentine non plus. Avez-vous un conjoint, docteur Kalmana? Anna aurait parié tous ses crédits d'1 année, que Kalmana était célibataire. Le médecin baissa la tête. Non. Non, je n'ai pas eu la chance de trouver la bonne personne, quelqu'un avec qui je voudrais passer le reste de ma vie. Alors vous n'avez aucune idée de ce que nous ferions, ou ne ferions pas l'un pour l'autre. Si l'homme dans cette chambre d'hôpital est mon mari, s'il en reste ne serait-ce qu'une parcelle, alors seule la mort elle-même pourrait nous séparer. Non, pas même la mort, puisque vous me l'avez ramené du bord du gouffre. Il n'abandonnerait pas pour moi. Pas s'il y avait le moindre espoir. Et je n'abandonnerais pas pour lui. Mais il se peut qu'il ne se souvienne jamais de vous, ni du temps que vous avez passé ensemble. Ces souvenirs étaient peut-être dans les cellules cérébrales endommagées, que nous avons dû faire repousser. Alors nous créerons de nouveaux souvenirs. Meilleurs que les premiers. Anna se leva de son siège et sortit en trombe du bureau du médecin, manquant de renverser une femme qui se tenait dehors. Elle marmonna des excuses, puis fila droit vers Valentine. Elle était de retour. Il aurait reconnu ses pas n'importe où, éveillée ou endormie. La femme aux oiseaux était de retour. Il se redressa dans son lit, tendant le cou dans l'espoir d'apercevoir son passage. Il avait peut-être passé toute la nuit à rêver d'elle, mais il avait besoin de la revoir pour se familiariser avec les traits de son visage, sa façon de bouger, tout. Il ne savait pas quelle forme de folie le poussait à obséder par la femme d'un autre homme, mais ses rêves d'elle étaient les seuls souvenirs qu'il possédait. La seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher.
Une fois de plus, elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Hier elle avait l'air effrayée, horrifiée, mais aujourd'hui ses yeux brûlaient de colère. Comme si elle connaissait ses rêves, et le détestait pour cela. Mais comment pouvait-elle le savoir? Si ma vue est si monstrueuse, peut-être devrais-je me voir moi-même, dit-il. À sa surprise, elle rit. Pas tant un monstre qu'un extraterrestre. C'est la peau verte, dit-elle en sortant un miroir. Elle s'approcha du lit, et le lui tendit. Il y avait encore une certaine raideur dans sa posture, mais elle ne recula pas quand ses doigts effleurèrent les siens lorsqu'il prit le miroir. L'attraction de son regard maintint ses yeux sur elle, plutôt que sur le miroir. Il voulait s'abreuver de sa vue, comme si sa vie en dépendait, pas seulement pour alimenter ses fantasmes nocturnes. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Il cligna des yeux. Devrait-il se souvenir d'elle? En dehors de ses rêves les plus récents, bien sûr. Il n'était pas sûr. Je veux dire, d'avant que tu sois sur le Magellan, ajouta-t-elle comme si plus d'informations pouvaient aider. Son mari avait été sur le Magellan, se souvint-il. Par les étoiles, avait-il connu l'homme? Pire encore, l'avait-il connu elle? Cela signifiait-il que ses rêves n'étaient pas les fruits d'une imagination débordante, mais des souvenirs de son passé, des rêves passés, sinon la réalité? Quel genre de monstre convoitait la femme de son collègue? Il jeta un coup d'œil au miroir, rencontrant les yeux d'un homme qu'il ne connaissait pas. C'était un visage inoffensif, certes, et pas plus défiguré que celui du voisin. Oui, son visage était d'une teinte de vert plus vive que ses mains, mais il avait de vagues souvenirs de quelqu'un disant que cela passerait avec le temps. Il n'avait pas l'air d'un monstre, ce qui était probablement pire. Il lui rendit le miroir. « Je suis désolé, dit-il. » Elle déglutit. « Ce n'est pas ta faute. Tiens, peut-être que ceci aidera. » Elle rangea le miroir et sortit sa tablette, balayant l'écran jusqu'à ce qu'une image apparaisse. « C'est ma photo préférée de toi. Je l'ai prise en route vers Titan. On riait tellement, que je suis surprise d'avoir pu tenir l'appareil assez stable, pour prendre la photo. » Il pencha la tête pour voir clairement l'image. C'était une photo de l'homme dans le miroir, figé en plein air, comme s'il surfait sur les anneaux de Saturne à l'extérieur de la grande fenêtre. Il ne reconnaissait peut-être pas l'homme, mais il connaissait intimement le regard dans ses yeux. L'homme sur la photo rêvait définitivement de la photographe nue. Par les étoiles, depuis combien de temps convoitait-il cette femme? Le savait-elle? Son mari le savait-il? Et ton mari? Ne devrais-tu pas être avec lui, plutôt que de me montrer de vieilles photos? Demanda-t-il. N'importe quoi pour la faire sortir de la pièce, et l'éloigner de lui. Elle serra les lèvres, et rangea sa tablette dans son sac, avant de s'asseoir sur la chaise à côté de son lit. Je suis ici pour te voir, dit-elle, la mâchoire obstinément serrée. L'homme que j'ai épousé, je l'ai pleuré pendant 4 ans. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il réapparaisse, mais maintenant, eh bien, au moins je sais ce qui lui est arrivé. Son cœur bondit d'une joie si étrangère, qu'il ne la reconnut pas immédiatement pour ce qu'elle était. Par les étoiles, elle venait de devenir veuve et lui, il était là, à être un connard insensible et à s'en réjouir. Encore plus monstrueux. Je suis désolé pour ta perte, mentit-il. Si son mari avait été son ami, et s'il pouvait s'en souvenir, peut-être aurait-il vraiment regretté l'homme. D'un autre côté, s'il l'avait aimé de loin pendant si longtemps, peut-être aurait-il aussi célébré intérieurement. Merci, dit-elle d'un ton neutre. Mais je ne suis pas venue ici pour parler du deuil de l'homme que j'aimais, ou de ce que je devrais, ou ne devrais pas faire. Je suis venue directement du travail, pour te voir. Ce qui signifiait qu'elle voulait être distraite de son chagrin, pas qu'on le lui rappelle. Il se creusa la cervelle pour trouver quelque chose à lui demander, quelque chose qui pourrait la distraire, ne serait-ce que pour un moment. Tout ce qui lui venait à l'esprit, était le travail. Pas le meilleur sujet de conversation, mais c'était tout ce qu'il avait. « Comment vont tes oiseaux » demanda-t-il. Elle rayonna. « Tu te souviens de quelque chose » Non, il ne pouvait pas lui mentir à ce sujet. Il était peut-être un monstre, mais pas à ce point.
Me souviens que tu parlais d'oiseaux quand j'étais encore dans le réservoir. Quelque chose à propos d'émeux. Oh, tu devrais voir la taille du troupeau que nous avons ici. Ils sont prêts à être envoyés à Elysium dès que le Sénat donnera son feu vert, mais pour l'instant, ils sont dans leur propre biome. J'ai hâte de te présenter Dark Vador, le meilleur papa de la galaxie. Fasciné, il ne remit pas en question sa bonne fortune, et se contenta d'écouter. Anna ne savait pas depuis combien de temps elle parlait, lorsqu'elle réalisa que ses yeux s'étaient voilés. Par les étoiles, il venait tout juste de sortir d'une cuve de régénération, se remettant encore de blessures qui avaient failli le tuer. Et elle était là, à l'ennuyer avec ses oiseaux, alors qu'elle était censée l'aider à retrouver la mémoire. Le divertir avec des histoires de Dart et de sa couvée, n'était pas la bonne façon de s'y prendre. « Je suis désolée, dit-elle. Il cligna des yeux, puis secoua la tête. « Non, c'est moi qui suis désolée. J'ai laissé mes pensées s'égarer, alors que tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter. Le plus difficile dans tout ça, c'est à quel point j'ai simplement envie que quelqu'un me réconforte, soit là pour moi, et je n'ai même pas ça parce que... Tu n'étais plus là, voilà ce qu'elle voulait dire. Mais elle ne pouvait pas parce qu'il était là. Et pourtant, il n'y était pas. Ça lui retournait presque la tête. Il hocha lentement la tête, puis ouvrit ses bras. Eh bien, pour ce que ça vaut. Anna n'hésita pas. Elle se jeta dans ses bras, et pendant un instant, ce fut tout ce qui lui avait manqué. Tout au long de la guerre, et toutes les années qui avaient suivi, elle n'avait rien désiré de plus que de sentir à nouveau les bras de cet homme autour d'elle. Bon, peut-être un peu plus. Elle leva la tête plus par habitude qu'autre chose, et pressa ses lèvres contre les siennes. Le contact de sa langue était comme un retour à la maison. Quelqu'un gémit, et elle fut gênée de réaliser que c'était elle. Pas qu'elle puisse s'arrêter. C'était Valentine, perdue pendant 4 ans, en plus du temps qu'il avait passé à se battre dans la guerre, et même s'il ne se connaissait pas lui-même, elle le connaissait, et ceci était la raison pour laquelle elle ne le quitterait jamais, pas avant d'avoir rendu son dernier souffle. « Ma douce Rose, murmura-t-il. Elle se raidit. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle ne pouvait pas avoir bien entendu. Il ne la reconnaissait pas, ne savait pas qui elle était, alors il ne pouvait pas possiblement se souvenir. Doucement, il la repoussa. « Je suis désolé, dit-il. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. » Elle se frotta les lèvres, gonflée par ses baisers passionnés. Oh, pour plus de ses baisers, mais il avait raison. Non, mais je ne le regrette pas. Après toutes ces années, tout ce que nous avons perdu, ne méritons-nous pas un peu de bonheur ? Au moins, nous avons toujours l'un l'autre. Une ombre passa sur son visage, tandis qu'il hochait la tête. Il était fatigué, réalisa-t-elle, et s'embrasser dans son lit d'hôpital n'allait pas l'aider à se remettre. Je devrais y aller. On se voit demain ? Il hocha à nouveau la tête. À contre-cœur, elle quitta la chambre, mais elle avait l'impression de flotter tout le long du chemin jusqu'à la maison. Cette nuit-là, il rêva à nouveau de courir nu dans le désert, mais avec elle. Ses seins rebondissaient dans la faible gravité, tandis qu'elle courait avec un masque respiratoire léger sur le visage. Puis ils avaient fait l'amour dans le sable rouge du désert, le coucher de soleil bleu brillant au-dessus d'eux. Pas étonnant qu'ils aient attrapé un coup de soleil. Après un si bon rêve, il ne voulait pas se réveiller, mais le chariot de restauration qui cliquetait avec sa soupe nutritive était difficile à ignorer. Cependant, quand il regarda son plateau cette fois-ci, il y trouva 2 barres de ration au lieu de la soupe. Une petite amélioration, mais toujours mieux que la soupe. Il retira l'emballage et mordit dans l'une d'elles. S'il la mâchait et l'avalait rapidement, il pouvait presque se convaincre que c'était une barre de chocolat, au lieu d'être principalement composée de protéines. Pas qu'il se souvienne de la dernière fois qu'il avait mangé du chocolat. Une vision soudaine de lui léchant du chocolat fondu sur les seins de la femme oiseau lui traversa l'esprit. Par les étoiles, il voulait que ce soit un souvenir et pas seulement un fantasme. Peut-être qu'un jour, quand elle aurait fini de pleurer son mari, elle pourrait envisager. « C'est une femme remarquable, votre épouse, dit une voix étrange. Il se retourna,
remarquant seulement maintenant la femme qui était assise dans un fauteuil dans le coin de sa chambre, la tablette portant son dossier médical à la main. La peur fit s'emballer son cœur. Il la connaissait, réalisa-t-il. Qui qu'elle soit, elle exerçait une sorte de pouvoir sur lui. Attendez, il avait une épouse? Si c'était le cas, et qu'elle savait ce qu'il ressentait pour la femme oiseau, cela pourrait être quelque chose à craindre. Je ne, commença-t-il. Vous parliez tellement d'elle, chaque fois que vous veniez pour un contrôle ou que vous aviez besoin de soigner une blessure mineure, que je me demandais si elle pouvait être réelle, ou même à moitié aussi extraordinaire que vos histoires la décrivaient. Mais maintenant que je l'ai rencontrée, je comprends enfin. Enfin, je ne l'ai pas vraiment rencontrée. C'était plutôt que je me tenais devant le bureau du docteur Kalmana, pendant qu'elle lui faisait la leçon, mais c'était suffisant pour me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous êtes un homme chanceux. Pourquoi pensait-il que les prochains mots qui sortiraient de sa bouche seraient menaçants? Que savait-elle sur lui, qu'il ignorait? Pour être honnête, cela pouvait être presque n'importe quoi. Que voulez-vous de moi? Demanda-t-il. Si elle menaçait la femme oiseau, il avait bien l'intention de la défendre. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, je ne suis pas là pour vous demander quoi que ce soit. Bien au contraire en fait. Je suis la messagère, maintenant que votre médecin pense que vous êtes suffisamment rétabli pour entendre les détails de ce qui vous a conduit, dans son caisson de régénération. Vous devez en savoir un peu plus sur votre passé, afin de pouvoir prendre des décisions concernant votre avenir. Elle se pencha en avant, lui tendant la main. Je suis Maya, au fait, au cas où vous ne vous en souviendriez pas. J'étais votre médecin, à bord du Magellan. Dites-moi tout, exigea-t-il. Elle se rassit dans son siège. Eh bien, c'était il y a environ 4 ans. Le Magellan manœuvrait à travers la ceinture d'astéroïdes, repérant les astéroïdes appropriés, que nous pourrions utiliser, pour reconstituer nos provisions. Oh, carburant, je ne connais pas la liste complète de ce que le vaisseau recherchait, mais d'après ce que j'ai pu comprendre des histoires racontées par le reste de l'équipage, quelqu'un a repéré une anomalie plus profondément dans la ceinture d'astéroïdes, et le capitaine a décidé d'aller enquêter. Nous n'avons pas encore retrouvé le capitaine, mais il y a toujours de l'espoir. Quoi qu'il en soit, le vaisseau a commencé à essuyer des tirs. Alors nous avons tous été appelés au poste de combat. Vous étiez à l'infirmerie avec moi pour un contrôle de votre cœur capricieux. Réparé maintenant, après que le docteur Kalmana vous en ait fait pousser un tout nouveau, vous serez heureux de l'apprendre, quand l'alarme s'est déclenchée. Vous êtes retourné à la salle des machines, où vous travailliez comme technicien sur le réacteur à fusion, un vieux modèle qui, selon vous, n'était qu'à un boulon près de s'effondrer ou de nous faire tous exploser en poussière d'étoiles, et je me suis assuré que l'infirmerie était prête pour les victimes, juste au cas où. Maintenant, comme vous l'imaginez déjà ou l'avez deviné, le Magellan n'a pas survécu, mais le capitaine a donné l'ordre d'abandonner le navire avec suffisamment de temps pour que la plupart d'entre nous atteignent les capsules de sauvetage. Pas vous cependant. Selon Baruch, l'autre technicien motoriste qui travaillait avec vous pendant ce quart, le réacteur devait être arrêté, sinon il aurait surchargé et détruit le vaisseau, ainsi que toutes les capsules de sauvetage. Pendant que l'alarme retentissait, vous êtes tous les deux restés pour arrêter le réacteur. Baruch se souvient avoir été assommé, avant de se réveiller dans sa capsule de sauvetage. Il a juré que vous aviez dû lui sauver la vie, avant d'arrêter vous-même le moteur. Baruch. Était-ce le mari de la femme oiseau? Où est Baruch maintenant? Demanda-t-il avec empressement. Maya eut l'air perplexe un instant, puis consulta sa tablette. Je crois qu'il a pris une ferme de loisirs avec sa femme, dans le dôme agricole. Ils cultivent des arbres fruitiers d'une sorte ou d'une autre. Parfait pour leurs 2 enfants, des jumeaux qui sont dans tout. Je suppose que c'est ce qui m'attend, quand mon fils sera plus grand. Son cœur fit une sorte de bond, comme s'il n'était pas sûr de devoir s'enfoncer ou s'envoler. Baruch est vivant? Bien sûr. Il a été l'un des premiers à se réveiller. Il n'avait que des blessures mineures, donc après une nuit à l'hôpital, nous l'avons renvoyé chez lui avec sa femme,
qu'il a immédiatement mis au travail. Certains membres du personnel ici parient déjà sur le temps qu'il faudra, avant qu'on la voie ici dans la salle d'accouchement. Vous verrez, elle aura assez d'enfants pour former une équipe de football complète, ou au moins assez pour gérer ce verger. Certainement une reproductrice. Le soulagement l'envahit. Elle ne pouvait pas être la femme au oiseau. Pas si son mari était toujours en vie, et qu'elle avait des arbres, pas des oiseaux. Et aucune mère qu'il ait jamais rencontrée ne pourrait rester silencieuse sur le sujet de ses enfants. Quoi qu'il en soit, revenons à vous. Vous avez réussi à atteindre une capsule, comme presque tout le monde sur le Magellan. Et c'est tout pour les 4 années suivantes, pendant que vous dérivez tous dans la ceinture d'astéroïdes. Maintenant, certaines capsules, comme celle de Baruch, flottaient simplement dans l'espace, attendant d'être récupérées. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Certaines ont été écrasées par des débris du Magellan. D'autres ont été victimes des astéroïdes. Vous avez eu le meilleur des 2 mondes. Votre capsule s'est retrouvée prise en sandwich entre un morceau de débris et un astéroïde, ce qui signifie que votre capsule a été endommagée, mais elle était encore en grande partie étanche. L'impact a cependant réduit le champ de stase, donc il n'a protégé qu'une partie de votre corps. Les autres parties ont été exposées au vide. Il grimaça. Ce qu'ils avaient trouvé ne devait pas être joli à voir. C'était un miracle qu'il ait survécu. Quoi qu'il en soit, une équipe minière a réussi le sauvetage. Ils sont tombés sur le champ de débris du Magellan, puis ils ont commencé à trouver des capsules de sauvetage. Ils nous ont appelés à l'aide, et la colonie a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage pour aider à récupérer les capsules. L'astéroïde de glace a fondu et regelé autour de votre capsule, la protégeant jusqu'à ce que nous puissions vous ramener à la colonie. Et vous sortir de la capsule, et déterminer quelle partie de votre corps pouvait être sauvée, et dans quelle mesure elle pouvait être régénérée. Eh bien, je crois comprendre que l'équipe du Dr Kalmana a accompli des miracles pendant plusieurs mois pour vous ramener. Vous avez eu beaucoup de chance, en réalité. Si votre capsule n'avait pas été endommagée, vous auriez pu finir kidnappé pour une expérience de reproduction extraterrestre, complètement folle. Elle rit, mais son rire avait quelque chose de nerveux. Les titans avaient-ils vraiment? Il n'était pas sûr de vouloir savoir. Si les titans en étaient arrivés à faire des expériences sur des captifs humains, ils méritaient certainement de perdre la guerre. Et la guerre? Qui était en train de gagner? Demanda-t-il. Maya soupira. Je suppose que nous avons tous gagné, d'une certaine manière. La guerre est terminée. Nous avons divisé le système équitablement entre les humains et les titans, avec un traité, et un sénat composé des 2 races pour nous gouverner tous. L'exception est la colonie, une ville sous dôme ici sur New Hope, la 7e planète neutre du système. C'est probablement le seul endroit complètement civilisé dans tout le système d'Altan, jusqu'à ce que les autres planètes soient terraformées, ce qui pourrait prendre des décennies. La colonie a un peu plus d'1 an maintenant, et elle est encore en train de régler ses problèmes. C'est là qu'intervient l'avenir, et le choix que vous devrez faire. Ce n'est pas un choix facile, je l'admets. Ça ne l'était pas pour moi, quand je suis arrivé ici, il y a quelques mois. Sans Ghost, je pourrais faire face à un avenir très différent de celui que j'ai choisi, ou peut-être même à aucun avenir du tout. Tel que c'est, je suis heureuse d'être ici dans la colonie, mais vous pourriez penser différemment. La colonie est une ville mixte, avec des titans et des humains vivant à proximité les uns des autres. C'est quelque chose dont vous devriez vraiment discuter avec votre femme. Si vous voulez élever vos enfants ici, ou sur une planète, où vous pourrez vivre à l'air libre, au lieu d'être sous un dôme. Je n'ai pas d'eux, commença-t-il. C'est vrai, vous n'avez pas encore d'enfants, mais une fois que vous et votre femme vous serez installés quelque part, c'est incroyable à quelle vitesse ils arrivent. Certains jours, j'ai du mal à croire que j'ai un fils. Elle n'était là que depuis quelques mois, et elle avait déjà un fils? Il voulait demander comment c'était même possible, mais quelque chose dans son expression lui dit que cela ne valait pas sa vie de poser la question. Maya leva les mains. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, et vous n'avez pas besoin de décider aujourd'hui,
ni même cette semaine, car je sais que le docteur Kalmana aimerait que vous restiez dans la colonie pendant au moins quelques semaines de plus, juste pour s'assurer que vous vous rétablissiez complètement. Ce n'est pas souvent qu'elle régénère un patient presque à partir de rien, donc elle va être protectrice envers vous pendant un bon moment encore. Je dis juste que c'est quelque chose à considérer, si vous choisissez de rester dans la colonie. D'un autre côté, je sais que votre femme prend très au sérieux son travail à Eden, du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Je sais que je ne suis pas censé vous influencer dans un sens ou dans l'autre, mais j'aimerais que vous choisissiez de rester ici dans la colonie. J'aimerais faire vraiment la connaissance de votre femme, parce que je pense que nous nous entendrions bien. J'adorerais vous avoir tous les deux à dîner. Oh, et si vous en avez assez des barres de ration, je peux vous promettre de ne vous servir que de la vraie nourriture. Mais je ne peux pas vous dire d'où elle vient, sinon je devrais vous tuer. Elle fit un clin d'œil. Je plaisante bien sûr. Kalmana ferait une crise si je vous touchais, vous son patient miraculé et tout ça. Si votre femme ne m'attrapait pas avant. Vous êtes un homme chanceux, Valentine. Il inspira brusquement, répétant le nom dans sa tête. Valentine? Ses parents l'avaient appelée Valentine? C'est mon nom? Lâcha-t-il avant de pouvoir réfléchir à quel point il avait l'air stupide de devoir demander. Maya se contenta de rire joyeusement. En effet, c'est le vôtre. Valentine Goulis, le héros qui est resté en arrière et a sauvé tout le monde sur le Magellan, y compris Baruch, mari épris de la formidable docteure Anna Goulis, ornithologue extraordinaire, qui, j'en suis sûre, passera le reste de sa vie à semer des émeus parmi les étoiles. Anna. Le nom de la femme oiseau était Anna. Comme un soupir envoyé directement au ciel, il roulait simplement sur la langue. Anna. Attendez, Maya avait-elle dit qu'Anna était sa femme? Ce n'était pas possible. Maya, attendez, cria-t-il, mais c'était trop tard. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, la médecin était déjà partie. Sûrement Maya se trompait. Anna ne pouvait pas être sa femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cela signifierait qu'il n'était pas tout à fait le monstre qu'il pensait être, convoitant la femme et veuve de son collègue. Aurait-il pu convoiter sa propre femme tout ce temps? Par les étoiles, comment avait-il pu être si stupide? Lorsqu'Anna entra dans la chambre de Valentine, elle le trouva assis sur une chaise dans le coin, au lieu d'être dans le lit, et il portait une combinaison d'ouvrier, au lieu d'une blouse d'hôpital. Il se leva même pour l'accueillir. Anna faillit pleurer. Il ressemblait tellement au mari qu'elle avait perdu, qu'elle pouvait presque croire que c'était lui. Mais tout ce qu'elle put dire fut « Tu as l'air en forme ». Il baissa la tête. « Oui, je vais bien, mais je me sens terriblement mal. Je te dois des excuses. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il poursuivit. « J'ai été impardonnable de grossièreté. J'avoue que j'ai été complètement perdu, essayant de mettre bout à bout les morceaux du puzzle, et obtenant des résultats absurdes, mais ce n'est pas une excuse. Me donneras-tu une chance de recommencer? » Cette fois elle ne put s'en empêcher. Elle éclata en sanglots, mais c'étaient des larmes de joie. C'est presque exactement ce que tu as dit le jour où nous nous sommes rencontrés, avant de me demander de sortir pour notre premier rendez-vous. Il ferma les yeux, comme si ces paroles l'avaient blessé. J'aimerais pouvoir m'en souvenir. Je suis désolée de ne pas y arriver. Ce n'est pas grave. Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'elle n'ait eu le temps d'y réfléchir, mais cela ne les rendait pas moins vrais. J'en déduis que tu m'as donné une seconde chance à l'époque, et maintenant j'en suis au moins à ma troisième. Bon, soyons honnêtes, si cette semaine est représentative, j'en suis probablement à ma 133e chance. Anna sourit à travers ses larmes. 1033. Il siffla. À ce point-là? Comment se fait-il que tu ne m'aies pas encore divorcé? Eh bien, je t'ai cru mort ces 4 dernières années. Tu aurais pu trouver quelqu'un d'autre. Une si belle femme, tu as sûrement eu des propositions. Aucune que je voulais accepter. Je n'ai jamais pu te laisser partir. Pendant 4 ans, j'ai travaillé sur notre rêve. Envoyer des émeus dans l'espace, leur donner un tout nouveau monde. Exactement comme nous avions dit que nous le ferions.
Le doute plissa son front. Je voulais plus d'émeux dans la galaxie? Je suis sûre que ça ne peut pas être vrai. Ces oiseaux sont sacrément effrayants. Un monde rempli d'eux, voilà un film d'horreur en devenir. Elle rit. Reste avec moi et tout ira bien. Un jour peut-être, mais je ne pense pas être prêt pour les émeux pour le moment. Peut-être qu'on pourrait commencer petit, avec des kiwis ou quelque chose comme ça. Anna rit. Les kiwis étaient bien plus agressifs que les émeux, malgré leur petite taille. Sans parler de leur territorialité, ils devraient construire des biomes beaucoup plus grands s'ils voulaient élever des kiwis. De plus, les moas passaient en premier. Si tu veux, dit-elle. Il s'éclaircit la gorge. Bon. Eh bien. Si par miracle, tu es prête à me donner une autre chance. Je le suis. Alors j'aimerais me présenter. Je suis, comme je l'ai récemment découvert grâce à l'ancien médecin du Magellan, un technicien en fusion nucléaire du nom de Valentine Goulis. Je n'ai aucun souvenir de tout cela, mais je crois que c'est la vérité. Je crois aussi que tu es la femme la plus belle et la plus fascinante que j'ai jamais vue. Anna ne put s'empêcher de rire. Combien de femmes te souviens-tu avoir vues? Valentine réfléchit un moment. 3. Non, attends, 4. Moi incluse? Oui. Toi incluse. Mais c'est un échantillon tellement petit. Je ne suis pas sûre qu'il puisse être considéré comme statistiquement significatif. Valentine fronça les sourcils. Tu vas me donner une chance, ou juste me donner du fil à retordre? J'essaie de t'inviter à sortir, là. Anna leva les mains, en signe de reddition. Je t'en prie, continue. Bien. Moi, Valentine, j'aimerais te demander, tu croiras peut-être qu'on ne s'est pas présenté? Anna se mouilla les lèvres. Comme c'est, impoli de ma part. Je suis Anna. Docteur Anna Goulis, ornithologue spécialiste des ratites à Eden Labs, et ancienne veuve de Valentine Goulis, présumée mort quand le Magellan a été perdu pendant la guerre. Les yeux de Valentine se fixèrent sur les siens, et elle ne put détourner le regard. S'il te plaît, pour le patient amnésique au fond qui a été si lent à comprendre que ça ne lui est venu à l'esprit qu'hier. Est-il vrai que je suis le mari que tu as perdu, puis pleuré pendant 4 ans avant de découvrir qu'une partie de moi avait survécu? Anna prit une profonde inspiration, puis la relâcha. Elle tendit la main vers celle de Valentine, puis faillit pleurer quand ses mains enveloppèrent les siennes. Tu lui ressembles. Tu parles comme lui. On me dit que tu as même son ADN. Je ne sais pas si tu es le même homme que celui que j'ai épousé, car tu n'as pas tous ses souvenirs, bien que tu puisses les retrouver un jour. Mais tu es mon mari, et j'aimerais beaucoup voir si je peux aimer l'homme que tu es devenu autant que j'ai aimé l'homme que tu étais. Il s'adossa, l'air stupéfait. Waouh! Je n'osais pas espérer plus qu'un rendez-vous, et voilà que tu m'offres, waouh! Anna sentit ses joues rougir. C'était Valentine, et pourtant ce n'était pas lui. Oh, ça allait être tellement déroutant. Un rendez-vous me semble un excellent début. Un dîner alors? Où va un couple qui se fait la cour pour un premier rendez-vous, quand l'homme essaie désespérément de l'impressionner? Anna sourit. À Forge bien sûr. Oh, tu vas adorer. Peut-être avait-elle bu un verre, ou 2 de trop pendant le dîner. Mais le barman leur avait offert la bouteille, en l'honneur de leur célébration spéciale, comme s'il avait su exactement pourquoi ils étaient là. Et Valentine n'était pas censée boire trop d'alcool, ordre du médecin et tout ça. Alors si elle ne l'avait pas bu, ça aurait été gaspillé, et ce n'était pas comme si elle avait bu l'estomac vide, parce que la nourriture aux forges était parmi les meilleures de la colonie, et, par les étoiles, mais c'était si bon quand Valentine embrassait son cou. Elle arrivait à peine à se concentrer pour ouvrir la porte de son appartement avec sa paume. Et elle devait ouvrir cette porte. Un whoosh lui fit savoir qu'elle avait réussi. Anna, merci pour la plus merveilleuse soirée dont je me souvienne depuis. Eh bien depuis toujours en fait. Maintenant que je t'ai raccompagnée chez toi en toute sécurité, si tu me le permets, j'aimerais te donner un baiser de bonne nuit, avant de rentrer chez moi. Il avait fait ça, lors de leur premier rendez-vous aussi. Une sorte de galanterie archaïque, qu'il avait apprise sur Mars. Non.
Je veux que tu viennes au lit avec moi. Tu sais depuis combien d'années j'espère, et j'attends ça? En fait non mais. Elle le regarda fixement. Tu veux te déshabiller avec moi? Eh bien oui mais. C'est censé être un premier rendez-vous, ou du moins ça l'est pour moi, et j'essaie de faire bonne impression après à quel point j'ai été horrible. Après notre premier rendez-vous, nous avons fait l'amour 3 fois. 4, si on compte le sexe oral à l'arrière du taxi. 6 si on compte le désordre qu'on a fait sur ta table de petit déjeuner, et ensuite sous la douche. Il ferma les yeux. Par les étoiles, c'était quand tu t'es assise dans cette assiette de sirop d'érable. Tu avais un goût si sucré, que je ne voulais pas m'arrêter. Tu t'es mis à genoux. Tu as relevé mes jambes sur tes épaules, et tu m'as fait crier si fort que le voisin est venu frapper à la porte. Valentine ouvrit les yeux, et il brûlait de désir comme toujours. Tout ce dont je me souviens, c'est toi. Anna déglutit. Tout ce que je veux, c'est toi. S'il te plaît, Valentine. D'un mouvement rapide, il les fit tourner dans son appartement, et la porte se referma derrière eux. Il jeta à peine un coup d'œil à l'appartement, avant de la plaquer contre le mur, brûlant ses lèvres de baisers. Si je te fais l'amour 6 fois cette nuit, me pardonneras-tu de t'avoir quitté, ou pour mon horrible comportement cette semaine? Il avait réussi à lui enlever sa chemise, et dès que son soutien-gorge suivit, il attacha sa bouche à son mamelon, l'embrasant. Fais-moi l'amour ce soir, et je te donnerai tout. N'importe quoi, gémit-elle. Sa main glissa dans son pantalon et entre ses jambes. Non, attends, son pantalon avait disparu aussi. Comme par magie, sauf que c'était tout Valentine. Oh oui. Elle dut attendre que les étoiles s'estompent de sa vision, avant de pouvoir voir son visage souriant assez clairement, pour l'embrasser à nouveau. Sa gorge semblait rauque, alors elle avait dû crier. Complètement perdu le contrôle. Tu es si belle. Plus belle que je n'ai jamais rêvé. Rêve. Souvenir. Peu importe ce que c'est surestimé, maintenant que je suis ici avec la vraie chose. C'est comme si je te voyais pour la première fois, mais je sais exactement ce que tu aimes. Sa main glissa à nouveau entre ses jambes, ses yeux ne quittant jamais les siens. Quelques caresses la laissèrent haletante. Un peu plus de pression, alors qu'il accélérait, lui fit gémir son nom. Puis il glissa un 3e doigt en elle, le courbant juste comme il fallait, et tout ce qu'elle n'a pu faire fut de crier de joie. Fais-moi l'amour, Valentine. S'il te plaît, implora-t-elle. Je ferai n'importe quoi. Je te donnerai n'importe quoi. J'ai attendu si longtemps. N'importe quoi? Demanda-t-il, taquinant à nouveau son mamelon. N'importe quoi, jura-t-elle. Ici ou sur le lit? Valentine, s'il te plaît. Il la porta jusqu'au lit, la déposant juste au milieu pour qu'elle puisse le regarder se déshabiller. Il était plus dur qu'elle ne s'en souvenait. Plus musclé. Elle ne pouvait nier qu'elle aimait ça. Des bras qui pouvaient la soulever sans effort. Des reliefs qui descendaient tout le long de son ventre, pointant vers le renflement dans son caleçon, le seul vêtement qu'il portait encore. S'il te plaît, chuchota-t-elle. Pas avant que je t'ai goûté, ma douce rose. C'était la chose la plus excitante qu'un homme lui ait jamais dite. Et cela la ramena directement à ce premier matin au sirop d'érable. Valentine s'agenouilla entre ses cuisses, soulevant ses jambes écartées sur ses épaules, avant de se pencher en avant. La chaleur de son souffle la taquina, lui faisant souhaiter pouvoir s'ouvrir davantage, pour qu'il puisse atteindre plus d'elle. Ma douce rose épanouie, chuchota-t-il alors que ses doigts la pénétraient, avant de se mettre au travail avec sa langue. Très lentement, il caressa et tournoya, chaque caresse aussi douce qu'un pétale de rose. Peu importe combien elle le suppliait d'aller plus vite, plus fort, il maintenait le même rythme follement léger. Pourtant, chaque coup la rapprochait de plus en plus d'un sommet que seule Valentine pouvait lui faire atteindre. Elle pouvait le sentir maintenant, comme suspendu au bord d'un précipice, avec seulement Valentine l'empêchant de basculer. Une petite poussée. S'il te plaît, Valentine, supplia-t-elle. Il laissa échapper un rire haletant, sa chaleur presque suffisante pour l'envoyer voler. Presque. Elle retint son souffle. S'était-il souvenu? Allait-il le faire?
Oh, s'il te plaît. Il scella son sort d'un baiser, si bien que tout d'un coup, elle criait, s'envolait, se crispait, inspirait profondément, puis criait à nouveau. Combien d'années avait-elle attendu cet orgasme? Elles en valaient toute la peine, toutes, même si ce n'était qu'une fois. La première fois qu'il l'avait fait, il avait failli lui faire perdre la tête, et maintenant? Maintenant il riait d'elle, ce brutal qui ressemblait et sonnait comme son mari. Par les étoiles, Anna, je suis tentée de recommencer, juste pour t'entendre crier mon nom comme ça à nouveau. Oui. S'il te plaît. Une douzaine de fois. 1000 fois oui. Je suis à toi, Valentine. Il rit doucement, en laissant ses jambes glisser sur le lit. Peut-être demain matin. Et encore demain soir. Et le matin suivant. Oui, souffla-t-elle. De quoi d'autre s'était-il souvenu? Allait-il? Il roula sur le dos à côté d'elle, puis fit glisser son caleçon. Par les étoiles, elle avait oublié à quel point il était grand. Comme elle avait souffert après cette première nuit. Comme elle avait souffert de besoin pour lui, tant de nuits depuis. Es-tu prête pour moi, ma douce Rose? Chuchota-t-il. Oui. Non. Oui. Elle l'enfourcha, sifflant alors que sa chaleur brûlait la peau déjà sensible, qu'il avait frottée si implacablement. C'était maintenant à son tour d'être lente, s'abaissant sur lui pour laisser son corps s'habituer à sa grosseur. Comment avait-elle pu oublier cette sensation de plénitude? Et quand il bougeait en elle, oh, par les étoiles, personne ne la touchait aussi profondément que lui. Anna, ça va? Je te fais mal? Elle secoua la tête, incapable de trouver les mots. Tu pleures, Anna. S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle baissa les yeux vers son regard inquiet, les larmes brouillant sa vision. Rien ne va mal. Tant que je t'ai, rien n'ira jamais mal à nouveau. Elle balança ses hanches contre lui, gémit tellement c'était bon, puis recommença. Et encore. Elle ne pouvait supporter d'arrêter, c'était tellement incroyable. Tellement incroyable qu'elle allait, non, elle ne pouvait pas déjà. Oh si elle pouvait. Je t'aime, Valentine, cria-t-elle alors que sa vision devenait blanche. Une éternité plus tard, elle parvint à se concentrer à nouveau sur son visage. Il avait enroulé ses mains autour de ses hanches, la guidant alors qu'il s'accordait à son rythme. Nous allons jouer ensemble cette fois, Anna, dit-il. Les mots l'avaient à nouveau quittée. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'acquiescer, alors qu'elle se balançait contre lui, le mouvement presque hypnotique. Il n'y avait rien dans l'univers à part eux deux, et la chaleur qui montait en elle. Sa chaleur. Sa chaleur à elle. Non, définitivement sa chaleur à lui. Mais elle était sur le point d'exploser. Ensemble, dit Valentine, respirant fort alors qu'il poussait en elle. Toujours. Oui, souffla-t-elle. Oui, oui, oui. Quand elle cligna des yeux pour chasser les étoiles qui obscurcissaient sa vision, elle se retrouva allongée sur sa poitrine, surprise de réaliser qu'il avait déjà nettoyé. Elle n'avait jamais manqué cette tâche particulière, auparavant. Alors, comment je me compare? Demanda-t-il. Énorme, pensa-t-elle, jusqu'à ce qu'il rit comme si elle l'avait dit à voix haute. Peut-être l'avait-elle fait. Je veux dire par rapport à l'homme à qui tu étais mariée avant, dit-il. Est-ce que je mérite un deuxième rendez-vous? Elle fit semblant de réfléchir à la question, bien qu'il n'y ait qu'une seule réponse dans son esprit. Ça dépend. Tu crois au sexe lors d'un deuxième rendez-vous? Il rit doucement. Je crois que j'aimerais aller directement au sexe, et sauter le rendez-vous. Mais le choix t'appartient, Anna. Elle sourit. Ce n'est pas ce que tu as dit la première fois. Tu m'as emmené dans un nouveau restaurant, dont tu jurais que tes amis avaient fait l'éloge. On a tous les deux eu une intoxication alimentaire, alors il n'y a pas eu de sexe. Pas pendant toute une semaine. Ça. C'est un souvenir que je suis content de ne pas avoir. Ça a l'air horrible. Tu m'as déjà pardonné? Peut-être. Elle le regarda. Par les étoiles, comme il lui avait manqué. Il ne se souvenait peut-être pas de tout, mais il était toujours son Valentine. Elle lui pardonnerait tout, il n'avait qu'à demander. Il glissa une main entre ses jambes, caressant.
Que dois-je faire pour mériter un deuxième rendez-vous? Anna halta, ce qui ne fit que l'inciter à caresser plus fort. S'il te plaît, Anna, chuchota-t-il, mais elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que ses doigts, tournoyant et faisant des cercles. Elle ne pouvait sûrement pas, si? Valentine, par les étoiles, Valentine, essaya-t-elle de crier, mais cela ne sortit que comme un murmure rauque. Et ses doigts n'avaient pas cessé. Elle avait à peine descendu du premier sommet, qu'il la faisait grimper à nouveau. Pas possible. Oh Valentine. Il lécha ses doigts lentement, savourant le goût. Tu es toujours ma douce rose. 6 orgasmes au premier rendez-vous, m'ont valu ce désastreux deuxième rendez-vous, as-tu dit. Alors, quand seras-tu prête à me laisser t'emmener pour un deuxième rendez-vous, qui te fera oublier l'autre homme? Il n'y avait pas d'autre homme. Valentine était le seul homme pour elle, pour toujours et à jamais. Quand tu veux, dit-elle rêveusement le regardant. Il sourit. Que dirais-tu de maintenant, alors? On peut passer directement au sexe. Il les fit rouler, de sorte qu'il soit au-dessus, avant de se déplacer pour s'agenouiller entre ses jambes. Il souleva ses jambes sur ses épaules, glissant un oreiller sous elles pour relever ses hanches. Dis juste le mot, Anna, dit-il déjà prêt à entrer en elle. Cela oui, a été. Valentine. Une romance de science-fiction extraterrestre. Un récit dans l'univers de la colonie. Écrit par Demelza Carlton.